Ça y est, le trailer GTA 6 vient de sortir. Des millions de stats à tout va. Il n'y a qu'à regarder l'annonce de la révélation du trailer. Vous savez, ils ont posté un thread disant que le mois de décembre marquera les 25 ans du studio. Ils postent 2-3 messages en dessous de ce tweet et finissent par ça. La révélation du trailer du prochain GTA. Le trailer a battu le record du monde de vues d'une vidéo non musicale en seulement 13 heures depuis la publication. Bien devant le record de MrBeast quelques semaines auparavant. Donc ça, c'est la puissance du studio. Le studio qui va sortir le jeu le plus attendu de tous les temps. Le jeu vidéo est la forme d'art qui permet le plus d'interaction entre l'œuvre et le spectateur. C'est pour ça qu'on dit joueur et non spectateur quand on parle de jeux vidéo. Quand on joue à un jeu, on ne fait pas que le regarder. On l'écoute, on le visite, on l'explore, on y meurt, on interagit. Mais le terme joueur pour parler d'art n'est pas vraiment approprié. On pourrait dire spectateur actant, qui est un terme réel, bien que personne ne dit ça et que c'est beaucoup trop long à dire. Pourquoi je vous dis ça? Car Ryan Brent, fondateur de Take-Two Interactive et fils du milliardaire Peter Brent, veut à 19 ans créer des jeux vidéo. Mais pas parce qu'il adore ça, bien que ce soit le cas. Pas non plus parce qu'il sait qu'il peut faire beaucoup d'argent, et bien que ce sera le cas. Il veut créer une œuvre dont les spectateurs pourront interagir à leur façon. C'est pourquoi à 19 ans, au lieu de reprendre l'une des entreprises de son père, développer son propre journal et faire sa petite fortune dans son coin, il crée Take-Two Interactive. La boîte sort quelques jeux qui marchent plutôt bien, mais Ryan a un problème, il peut distribuer et éditer des jeux en Europe. Mais c'est pas le cas en Amérique. Pourquoi être éditeur en Amérique? Pour générer plus de bénéfices, ainsi qu'être plus libre lors des décisions importantes et relations publiques. Et 5 ans plus tard, il fait un choix qui marquera le jeu vidéo à jamais. Il achète un éditeur à New York, BMG Interactive, présent dans le marché américain et qui est une entreprise branche de Bertelsmann, l'une des entreprises dites nouvelles technologies avec DMA. C'est pas très important, mais avec ce rachat, ils peuvent désormais éditer des jeux depuis l'Amérique. Et depuis 1994, ils ont réussi à vendre quelques jeux à petit succès et décident de rentrer en bourse. Le fait d'entrer en bourse exige de rendre public les bilans fiscaux et de partager des actions avec de potentiels actionnaires afin d'augmenter leur capital et produire plus. Ce sont l'un des premiers dans le domaine du jeu vidéo à tabler là-dessus pour leur investissement et ça va se révéler fructueux. Ils renomment l'entreprise BMG pour un nom qui correspond à l'image qu'ils veulent renvoyer, Rockstar Games. Et c'est vraiment à ce point de l'histoire que commence l'aventure pour Ryan Brent et son entreprise. L'année d'avant, BMG a sorti un jeu, leur tout premier jeu d'une licence qui grandira au fil des années, qui a fait parler de lui car il est considéré comme violent, avec des missions polémiques telles que la livraison de drogue, le fait de jouer des bandits, des voleurs contre la police, et tout ça avec une direction artistique très simple, en 2D, qui pousse à la légèreté alors qu'on parle quand même de sujets très sérieux. Pourtant le jeu n'avait pas été conçu pour jouer les bandits, et c'est même l'inverse, on devait jouer la police, arrêter les braqueurs, les vendeurs de drogue et les criminels. Mais on en est arrivé là car deux développeurs, David Jones et McDaily, prenaient juste beaucoup plus de plaisir à jouer les bandits que les policiers. Évidemment, ils savaient que le jeu allait faire polémique de par sa violence, de par ses sujets abordés. Rockstar décide d'en jouer et embauche un journaliste pour parler de la violence dans le jeu et ainsi pouvoir générer du buzz. Ça va tellement bien marcher que la politique américaine va s'en mêler et certains pays vont même interdire GTA comme le Brésil en 98. Cette polémique a grandement aidé à vendre le jeu. Rendez-vous compte qu'à l'époque, les jeux ne sortaient plus en 2D, ça fait des années qu'on sait faire de la 3D. Vous pensez vraiment que les gens, après avoir connu 45 ans de jeux en 2D, veulent encore se goinfrer là-dedans? Bien sûr que non, le pari était hautement risqué. Surtout comparé aux autres jeux en 3D sortis la même année. Mais alors pourquoi ce jeu a plu? Parce qu'il sort des sentiers battus et prend des risques. On joue un criminel. C'était tellement rare de jouer du côté obscur, de jouer du côté du mal. Dans le premier opus, on joue un petit personnage qui parcourt Liberty City, San Andreas et Vice City. Des parodies de New York, la côte californienne et Miami. On peut se balader à pied ou avec différents véhicules, on a déjà un sentiment de liberté énorme, alors que le jeu ressemble à ça. Le jeu parvient à créer une atmosphère captivante, un témoignage de l'ingéniosité et de la créativité des développeurs. Le cœur du gameplay de GTA est l'incarnation d'un gangster, dont le but est de se faire un nom dans le grand banditisme. Le joueur, à travers diverses missions attribuées par des malfrats, s'engage dans des vols à main armée tout en naviguant dans la ville avec des véhicules terriens, marins ou aériens. Cette représentation brute de la criminalité urbaine permettant aux joueurs d'attaquer civils et forces de l'ordre a généré une controverse faisant de GTA un sujet de débat sur la violence dans les jeux vidéo.
In Grand Theft Auto, your son or your husband or your boyfriend or whoever can hire a prostitute, have sex with her, and then beat her to death with a baseball bat. À cette époque, GTA a un retard sur la concurrence qui est déjà dans la 3D. Évidemment, ça a joué sur les ventes. Est-ce que ça a empêché Rockstar Games de faire une suite en 2D? Absolument pas. Un an plus tard, l'extension GTA London sort. On joue à un malfrat, même gameplay, nouvelle mission et surtout nouvelle map. C'est une année de fou pour le jeu vidéo, il y a eu la sortie de Silent Hill, Age of Empires 2, Super Smash Bros et évidemment GTA 2. Mais quelle importance que le jeu soit moins beau que les standards actuels. Je veux dire, vous êtes tous beaucoup plus amusés à jouer à un vieux jeu sur téléphone ou peut-être sur votre Switch plutôt qu'un gros jeu qui est magnifique mais où vous faites chier. Parce que c'est pas la beauté d'un jeu qui définit son amusement. C'est pour ça que GTA fonctionne très bien à cette époque malgré le retard visuel par rapport à la concurrence. Il y avait des missions de gang à faire pour gagner leur respect, pouvoir débloquer d'autres missions plus difficiles, mais qui rapportent plus d'argent, qui peuvent parfois débloquer de nouvelles armes et véhicules. Il y avait aussi des missions secrètes, généralement c'était des missions telles qu'exploser des camions de glace, tuer un maximum de gens ou voler un certain nombre de véhicules. C'était déjà très mal vu à l'époque ce genre de choses dans les jeux vidéo, et GTA premier du nom s'était déjà pris plusieurs polémiques. The parents who buy some of those games may not realize just how much violence they're getting. C'est pourquoi ces missions secrètes n'étaient possibles que via l'utilisation d'un code, souvent donné par le vendeur lors de l'achat du jeu. Vous l'aurez compris, Rockstar voulait vraiment éviter que GTA 2 tombe dans les mêmes polémiques que le premier GTA. C'est pourquoi ces missions secrètes étaient vraiment très bien gardées et parfois les vendeurs ne donnaient tout simplement pas le code. Le jeu est globalement bien reçu et toujours aussi fun, mais Rockstar veut maintenant passer à l'étape supérieure en développant ce qu'ils appellent GTA 3D. L'annonce officielle de ce passage à la 3D crée une vague d'excitation. Le prochain GTA promet d'être une révolution. Pour réaliser cette vision ambitieuse, les développeurs nous invitent à envisager la vie d'une grande ville. Imaginez-vous au centre d'une métropole. Des citoyens vaquant à leur occupation, des voitures circulant dans les rues, des interactions diverses se déroulant autour de vous. Ce tableau vivant est ce que Rockstar aspire à recréer dans Liberty City, une réplique de New York. Et le défi est de taille. Chaque interaction doit générer son propre son, contribuant à l'ambiance sonore d'une ville. La tâche est complexe, recréer chaque son spécifique pour une interaction donnée exige un travail méticuleux. L'objectif est clair, offrir aux joueurs une expérience aussi réaliste que possible. Et pour y parvenir, les innovations ne manquent pas. Du motion capture pour les cinématiques, une première dans un jeu de cette envergure, à la création de milliers d'éléments spécialement conçus pour le jeu. La difficulté est accentuée par le fait que GTA 3D ne peut pas réutiliser d'anciens éléments 3D, puisque les versions précédentes étaient en 2D. Ainsi, chaque aspect du jeu, de l'architecture à la dynamique urbaine, doit être conçu de zéro. Le souci du détail va jusqu'à intégrer des réactions réalistes au sein de l'environnement du jeu. Si un piéton est heurté ou attaqué, des ambulances arrivent pour porter secours, tandis que la police poursuit l'agresseur. Des incendies déclenchent l'intervention des pompiers, et même si le joueur choisit de ne pas semer le chaos, la ville reste animée et imprévisible, avec des guerres de gangs et des PNJ qui adoptent des comportements variés. L'attention portée aux détails se reflète également dans la destruction des véhicules. Si le joueur tire sur une partie spécifique d'une voiture, c'est cette partie qui sera endommagée. Évidemment, je passerai très vite sur l'introduction d'une minimap en remplacement d'une boussole, l'ajout d'une barre de vie et d'armure, qui transforme l'expérience de navigation et de survie dans le jeu, le système météodynamique avec des cycles jour-nuit et des conditions météorologiques aléatoires, comme la pluie ou le brouillard. Tout cela ajoute une couche supplémentaire de réalisme. La carte du jeu est inspirée de New York mais dotée de sa propre identité. C'est un chef-d'œuvre de design. Elle comporte divers quartiers, comme Stone Island, une reproduction de Central Park et des quartiers riches adjacents. Il y a également l'île Fantôme, accessible uniquement en avion. Le seul avion du jeu. Pourquoi le seul ? Parce que malheureusement, pendant le développement, une des plus grandes catastrophes mondiales se passe à seulement 2 km des bureaux de Rockstar. Ce que vous voyez là, c'est George Bush, président des États-Unis depuis moins d'1 an, qui apprend que 2 avions viennent de se cracher sur le symbole de la puissance économique de son pays. Ce choc mondial a eu un impact direct et profond sur le développement de GTA 3. En réponse à cette catastrophe, Rockstar a pris la décision difficile de retarder la sortie du jeu de 3 semaines, pour apporter des modifications. Qualifié à l'époque de mineur, bien que peu de détails aient été communiqués sur ces changements, il était clair que l'événement tragique avait influencé l'équipe de développement.
Parmi les ajustements notables, on compte la modification de la peinture de voitures de police, initialement semblable à celle de la NYPD. Certains aspects du jeu, tels que les écoles, les bus scolaires, ont été supprimés. Et plus significatif encore, les trajets des avions dans le jeu ont été modifiés, certains étant même complètement supprimés. Plusieurs missions faisant allusion à des actes terroristes ont été retirées. Ces changements reflètent la sensibilité de Rockstar aux événements mondiaux et leur volonté de ne pas paraître insensible ou provocateur dans un contexte de deuil national. L'impact de l'attaque du 11 septembre sur l'Amérique était immense. Et comme on le voit ici, il a même touché le domaine du jeu vidéo. Après la sortie de GTA 3, Rockstar savait que c'était un carton. Et ils se disent, ok, New York c'était cool, le grand banditisme, la mafia, le côté sérieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir un GTA qui ne va pas simplement copier la licence, mais qui pourrait avoir sa propre identité au-delà de changer de carte. Ok, vous souvenez-vous des films et séries qui passaient en boucle à la télé dans les années 2000 ? C'est exactement cette ambiance que veut Rockstar North pour le prochain opus. D'abord prévu pour être un DLC avec plein de nouvelles missions, armes et nouveaux véhicules, Rockstar décide finalement d'en faire un nouveau GTA à part entière qui sort en 2002. GTA Vice City. Cette fois-ci, des inspirations comme Scarface ou Deux flics à Miami sont plus que présentes. On reprend le gameplay GTA 3, on améliore les points faibles et on garde les points forts. On garde aussi la même équipe de développement de GTA 3, on améliore le moteur de jeu, le renderware qui appartient à Criterion, l'ajout des motos et des hélicoptères qui apparaissent dans cet opus, on peut acheter des bâtiments comme la compagnie de taxi ou le strip club de la ville qui rapportent de l'argent aux joueurs. Mais c'est pas réellement ça en fait le plus impressionnant, c'est l'ambiance du jeu. On est à Miami dans les années 80 et tous les clichés des films ou séries de cette époque sont là et ça fait tellement plaisir de s'y retrouver. Genre le cliché du plan caméra dans le coffre de la voiture sur les mafieux avec le costume blanc et la chemise violette, la moto qui saute d'immeuble en immeuble en passant par les vitres du centre commercial, les guerres de gang dans les yachts et j'en passe, tout y est à chaque mission. Et c'est tellement plaisant d'avoir ce sentiment de liberté à cette époque-là. Cet épisode vient aussi rajouter des missions plus normales comme la livraison de pizza, l'ambulancier qui doit sauver des civils blessés ou jouer le pompier à éteindre des incendies avec son camion. C'était présent dans GTA 3 mais ici on pousse le concept un peu plus loin. Est-ce que ça empêche Rockstar de se prendre des procès et des accusations ? Absolument pas. Déjà pas mal de censure comme en Australie qui revoit sa qualification en mature en supprimant les scènes où le personnage va voir les prostituées. Ou en France, avec peu d'effets de sang, pas de tête ou membres coupés et impossible de récupérer l'argent des civils tués. Et en 2003, les communautés cubaines et haïtiennes en Floride pensaient que Vice City véhiculait des stéréotypes négatifs sur eux. Ils ont dit que le jeu les associait injustement à des activités criminelles et les joueurs ont réagi en disant que le jeu visait des gangs spécifiques, pas les communautés entières. Malgré ça, la controverse s'agrandit. Rockstar a admis qu'ils comprenaient la situation, mais qui trouvait la réaction un peu exagérée. Cependant, avec la pression qui augmentait et les commentaires du maire de New York de l'époque Bloomberg, Take-Two Interactive a décidé de retirer certaines lignes de dialogue du jeu. Une nouvelle version du jeu a été lancée en 2004 et ça s'est arrêté là. Pour finir en 2005, il y a eu un gros procès contre les créateurs et les revendeurs de la série GTA. L'affaire, c'est qu'un ado de 17 ans, Devin Moore, a tiré sur 3 policiers en Alabama après avoir joué à ces jeux. Ça s'est passé en 2003, Devin était au commissariat pour un vol de voiture et là, il attrape le pistolet d'un policier et en tue 3, puis s'enfuit avec leur voiture. L'avocat de Devin et sa famille ont accusé le jeu GTA parce qu'il y jouait tout le temps, de l'avoir influencé à faire ça. Ils ont demandé des indemnités aux magasins qui ont vendu les jeux, comme GameStop ou Walmart, et aussi à Take-Two Interactive et Sony qui ont produit le jeu et la console PlayStation 2. Le procès de Devin a donné suite à sa condamnation à mort. Ce GTA reste le jeu le plus vendu de l'année 2002. À savoir qu'il est sorti en octobre 2002. Ouais, c'est colossal. C'est aussi l'un des jeux les mieux notés de la presse spécialisée jeux vidéo. Ce GTA sorti en 2002 se classe comme le 4e jeu le plus vendu de la PlayStation 2. Rockstar sait produire un hit, ils viennent de nous le prouver. La question maintenant c'est qu'est-ce que ce sera la suite ? On a déjà fait New York, on a déjà fait Miami, maintenant quelle ville des États-Unis on va reproduire ? Les fans doutaient que le prochain GTA allait se passer dans la côte ouest. Maintenant, à savoir quelle époque et quelle ville. C'est mal connaître Rockstar. Pourquoi se limiter à une ville s'ils peuvent prendre un état tout entier ?
Ça fait depuis 98 qu'ils connaissent par cœur le moteur de jeu qu'ils utilisent. Alors on va voir les choses en grand. Surtout que cette fois, ils se sont donné 1 an de plus pour le développement du jeu. Ils savent que les gens les attendent au tournant, on ne peut plus se permettre de faire simplement la même chose, il faut pousser plus loin dans tous les domaines. Imagine-toi à la place d'un employé disant que t'as pas trop de connaissances des gangs de Los Angeles et ton patron te dit que vous allez simplement prendre un avion, aller visiter chaque ville et se rapprocher des gangs pour avoir une expérience honnête qui se reflète dans le jeu. A video of every street around here, James. Yeah, is it safe? It's too, so they know how they sound and feel. That a Crip thing? Cool, these are English. Do not tell me to be cool. I'll decide when I'm gonna be cool. Who are you? They make Grand Theft Auto. Y'all some rock stars. Yo, I love that game. I'm playing for hours. Alors, Vice City était une bonne surprise. San Andreas était le tsunami que personne ne voyait venir. Déjà le trailer il est complètement fou, on te met un gros panneau Vinewood pour te montrer qu'on est à Los Angeles, on te met un gros casino qui te rappelle Las Vegas, on te met des grosses voitures, des gros flingues, des explosions, on te met du gros Guns N' Roses dans le trailer parce que ils savent déjà que le jeu va être un carton, ils sont trop forts. Je pense que comme moi vous avez découvert la licence GTA avec 7 épisodes. J'avais pas l'âge d'y jouer, j'ai pu laisser chez des amis qui avaient des grands frères ou carrément avec mes cousins qui étaient plus âgés. Le pari de faire mieux que Vice City a été atteint et en fait dépassé très largement. La map fait 4 fois la taille de Vice City, chaque ville faisant la taille de la map du précédent jeu, rien que ça. Et cette fois-ci on nous donne accès à 3 villes. Los Santos, inspiré de Los Angeles, c'est notre ville de départ, c'est là d'où vient le même. Oh shit, here we go again. On y reconnaît bien la ville entourée de ses collines, la plage, la fête foraine, Hollywood évidemment, et ses quartiers riches. On a San Fierro, basé sur San Francisco, on y reconnaît ses rues en pente et évidemment le pont qu'on ne présente plus. Et on a Las Venturas, inspiré de Las Vegas, célèbre pour ses casinos et son ambiance nocturne, etc. Entre ces villes, on a des vastes plaines, des déserts, des forêts, des montagnes, et surtout aucun écran de chargement. C'était là une prouesse technique dans la conception des mondes ouverts du jeu vidéo. Il faut s'imaginer, découvrir une partie des États-Unis, un immense terrain de jeu sans limite. Rockstar voulait qu'on s'attache aux personnages qu'on joue. C'est pourquoi ils ont développé bien plus le mode histoire que dans les opus précédents. On suit un personnage masculin, Carl Johnson ou CJ, qui apprend le meurtre de sa mère. A son retour, CJ retrouve sa famille et son ancien gang, le Groove Street Families, confronté à de multiples problèmes. CJ est rapidement entraîné dans un conflit de gang, luttant pour reprendre le contrôle de son quartier et pour établir l'influence de son gang. Beaucoup de thèmes très durs sont abordés durant l'émission. La loyauté, la justice, la pauvreté, le racisme, la famille. Quelque chose de très humain, malgré le côté très arcade du titre. Et c'est la première fois que le protagoniste marque autant les joueurs dans la série GTA. Mais Rockstar n'a pas fait qu'améliorer la carte et le scénario. Ils ont poussé des aspects du jeu, même parfois insignifiants comme le système de combat en infiltration. Désormais, sur certaines missions, le joueur peut donner un coup fatal avec son couteau aux ennemis. Et il peut aussi utiliser le pistolet silencieux pour pouvoir éliminer ses cibles sans se faire repérer. Mais vous pouvez évidemment aller dans un coin de la carte, commencer à semer le chaos, tirer sur tout ce qui bouge jusqu'à voir le SWAT, le FBI et même la garde nationale dans le niveau d'alerte le plus élevé. Tu joues comme t'as envie, c'est la promesse du studio. Ils ont même ajouté des avions de chasse de l'armée qui font leur apparition. Comme ça tu peux aller t'amuser à tout faire péter d'un bout à l'autre de la carte. Mais là où ils ont été très forts, c'est l'ajout du côté RPG. Genre un truc qui a plu à tout le monde, c'est le maintien de l'aspect physique du personnage de Carl. Si on mange sain et qu'on va à la salle de sport, notre héros devient musclé. A l'inverse, si on mange beaucoup au fast-food et qu'on ne fait pas de sport, notre personnage grossit. Plus tu cours et plus t'es endurant, plus tu conduis et mieux tu conduis, pareil quand tu tires à l'arme à feu. Également pour la tenue du joueur, on peut choisir entre les vêtements, la coiffure, les tatouages. Chose que t'es extrêmement limité avant. On peut façonner Carl à notre façon. Aussi pour ajouter un peu plus de fun dans le jeu, dans les versions PS2 et Xbox, il est possible de jouer à 2 joueurs en cherchant 7 icônes sur la map. Pas d'écran scindé, mais ça fait tout de même plaisir de jouer avec un ami et de semer le chaos à 2. En résumé, on peut jouer à plusieurs mini-jeux comme les bornes d'arcade, le billard, le casino, faire du basket, du parachute, de la photographie, du graffiti, prendre des cours de conduite pour les différents véhicules et du cambriolage, et on peut tuner son véhicule. Aussi, 13 ans après la sortie du jeu, on sait pourquoi la taille de la lune est modifiable avec le fusil de précision. Bon, je pense que vous avez compris à quel point ce jeu a été révolutionnaire, une fois de plus, par rapport aux anciens jeux GTA, qui l'ont été dans l'industrie du jeu vidéo. C'est tellement une révolution pour l'époque que le jeu est sorti en fin d'année 2004 et finit le jeu le plus vendu sur PS2 en 2004. En fait, c'est même le jeu le plus vendu sur cette console avec 17 millions de ventes et 27 millions toutes plateformes confondues. Encore une fois, ça n'a pas empêché les polémiques sur ce jeu, notamment je pense la plus grosse polémique concernant un jeu GTA, le mode Hot Coffee.
Un mode qui permettait, via un mini-jeu, d'avoir un rapport sexuel entre Carl et sa copine. En fait, Rockstar a prétendu que la totalité de ce mini-jeu avait été ajoutée via un mode, alors qu'en fait c'était bien présent dans le code du jeu de base. Très vite, le SRB, qui est l'agence de notation des jeux vidéo aux États-Unis, a mis à jour le classement du jeu, le passant de jeune adulte à adulte uniquement. Le jeu est retiré de certains points de vente dans le pays, et l'Australie a carrément interdit le jeu à la vente sur son territoire. Rockstar en panique publie en 2005 un patch supprimant ces lignes de code qui permettent d'accéder au mini-jeu, et le jeu peut donc être republié et redistribué normalement. Et la même année, Rockstar Games atteint le milliard symbolique de capital. C'est pas le fameux coup de chance qui arrive une fois lors de la sortie d'un projet de quelqu'un ou d'une boîte. Rockstar vient de créer un véritable empire en montrant qu'ils sont capables, année après année, de surprendre le monde avec la sortie des GTA. Les 2 années suivantes, Rockstar se concentre particulièrement sur 2 épisodes plutôt légers, notamment pour la PSP avec GTA Liberty City Stories en 2005 et Vice City Stories en 2006. Globalement, ils reprennent la même ville que leurs précédents jeux, c'est-à-dire Liberty City et Vice City. Ils corrigent certains éléments et rajoutent du multijoueur sur PSP avec différents modes de jeu. Encore une fois, ils sont très bien accueillis par la critique, mais pour Rockstar, il est temps de passer à la création de leur prochain GTA majeur, donc sur console de salon. Et pour faire ça, ils vont délaisser le moteur de jeu Renderware car ils ont créé le leur. C'est comme si, au lieu d'utiliser Photoshop, ils créent un logiciel pour éditer des photos avec des éléments dont ils ont besoin, des outils plus spécifiques. Et pour ce nouvel opus, Rockstar veut montrer quelque chose de beaucoup plus réaliste. À quelle ville les gens pensent quand on parle du rêve américain ? Et j'avais un rêve avec mon meilleur pote, c'était de partir à New York. New York. La ville sera fortement différente de GTA 3, et ce déjà parce que Rockstar travaille sur ce jeu depuis 2004. On parle maintenant de centaines de personnes pour le développement du jeu, le tout géré par Sam et Dan Houser. Je les ai pas introduits plus tôt, mais ils sont les co-présidents de Rockstar Games. Ils viennent de BMG Interactive, on en a parlé au tout début de la vidéo, et depuis GTA 3, ils sont réalisateurs et producteurs de la licence. Si GTA est ce qu'il est, surtout depuis GTA 3, c'est en partie grâce à eux. Sam Houser demande à ses équipes de faire une démonstration technique du nouveau moteur de jeu de Rockstar, Rage, pour voir à quel point il se différencie des anciens GTA. Et le résultat est bluffant, à tel point que le jeu Table Tennis va sortir en 2006, montrant les résultats de ce nouveau moteur de jeu. C'est aussi à ce moment que le développement va accélérer et doit accélérer car en plus du nouveau moteur de jeu, Rockstar veut ajouter la technologie d'animation procédurale. Grosso modo, plutôt que d'utiliser des animations préenregistrées, on va créer un algorithme qui va calculer la trajectoire du mouvement en fonction de la vitesse, de la direction et du terrain. Mais le problème avec cette envie de repousser les limites du prochain opus, ils peuvent pas reprendre les anciens scripts des précédents jeux et les améliorer. Il faut donc faire du motion capture pour les nouvelles animations. On parle de centaines d'animations en motion capture, le tout qui doit être adapté au nouveau moteur Rage. La sortie étant prévue pour 2008, des mécaniques des anciens jeux vont devoir être supprimées pour ne pas surcharger les équipes qui font déjà plusieurs heures de travail supplémentaires par semaine pour que tout fonctionne correctement. Mobilisant pas moins de 1000 développeurs et avec un budget de 100 millions de dollars, c'est le jeu le plus cher jamais réalisé à cette époque. La sortie est prévue pour le 29 avril 2008. Et vous savez quel film est en tête d'affiche à ce moment-là ? Rockstar a dû repousser la sortie de GTA 4 pour éviter des pertes potentielles de recettes à cause du film Iron Man.
La caméra aussi, elle n'a plus rien à voir. Remarquez la différence entre ça et ça. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on y reviendra un peu plus tard. On dit souvent que les petits détails font la différence. Dans GTA 4, ils font tout. On peut prendre n'importe quel passage d'une vidéo d'un gameplay de GTA 4 et voir le nombre d'interactions et de détails en 3 secondes. Wow, mais attendez les gars, il y a des embouteillages je crois dans le jeu là. Alors juste pour répondre à la question, oui, il y a des embouteillages gars, t'es à New York. Alors en 3 secondes, on a eu il y a eu un avant et un après GTA 4 au niveau des open world. GTA 4 a mis la barre tellement haute, la ville est si vivante, il se passe toujours quelque chose. Peu importe ce qu'on fait dans le jeu. Tiens, d'ailleurs, il y a un son dans la vraie vie à Times Square qui est assez bizarre et que des fois les gens entendent et ne peuvent pas expliquer ce que c'est. Eh bien, Rockstar a pris le temps de mettre ce son dans le jeu. Couplé à un réalisme presque déconcertant, comme le fait de devoir aller au cybercafé pour utiliser internet, lire les news de la ville qui évoluent au fil de l'histoire, regorgeant d'easter eggs. Ce genre de détail qui ne rajoute rien au jeu mais qui joue tellement en faveur de l'immersion, parce que 90% des joueurs vont passer à côté de ça. Et le fun n'a pas été oublié, au contraire, dans GTA 4 on peut inviter ses amis pour parcourir la ville ensemble ou faire des modes de jeu. C'était plutôt complet et le jeu changeait vraiment d'aspect lorsqu'on passe du solo au multijoueur. Il avait une autre saveur. À côté de ça, on a le droit à 2 DLC qui viennent compléter le jeu, parlant d'une autre histoire, d'un autre personnage. Le premier est Lost and Damned, on y joue un chef d'un groupe de motards localisé à Liberty City nommé The Lost, qui se déroule en parallèle des missions de Nico Bellic. Le deuxième est The Ballad of Gay Tony, on y joue un ancien membre du cartel de la drogue dominicain, endossant le rôle de garde-corps personnel d'un entrepreneur homosexuel, Gay Tony, propriétaire endetté de 2 boîtes de nuit. Dans les 2 DLC, on découvre une ville différente, des palettes de couleurs moins grisâtres pour certains, jouant entre pauvreté et richesse. Rockstar voulait des DLC qui ne soient pas uniquement l'ajout d'un simple véhicule ou d'une simple mission. Et c'est un pari plus que réussi. Il y a des détails tout le temps. On a l'impression d'être dans un monde réel. Exemple, vous vous promenez dehors, vous voyez un truc marrant, ou vous voulez prendre en photo vos amis car le cadre est sympa, ils sont sur un pont qui surplombe le parc, et de là où vous êtes, il y a une superbe vue. Alors vous zoomez sur votre téléphone. Et qu'est-ce qui se passe quand on zoome? L'image se pixelise. C'est exactement le cas dans GTA 4. Et ça ne le fait pas dans GTA 5, à tel point qu'on peut se dire que, en fait, il n'arrivait juste pas à rendre l'image nette. C'est sûr qu'il y a un gars en réunion qui a dû dire un truc du genre justement, dans la vraie vie, quand on prend une photo et qu'on zoome, l'image se pixelise, alors autant le laisser dans le jeu. Et en parlant de détails, encore, si vous venez ici avec votre personnage, vous voyez une fresque, ou plutôt un décor de manège, avec le Vinewood et l'avion qui vole au-dessus de Los Santos. Cette image est tirée du dernier plan de l'annonce du trailer de GTA 5 en 2011. Tout était déjà là. GTA 4 a posé les bases de ce qu'est un open world, et a montré la voie à tous ceux qui veulent se lancer dans la création d'un genre plus que dur à égaler, les GTA-like. On se demande même qu'est-ce qu'il peut faire de plus, car tout ce que je viens de vous énumérer, et c'est qu'une infime partie, est aussi présent dans GTA 5, et elle sera très probablement dans GTA 6. Alors quelle sera la suite ? La suite, c'est qu'en 2 minutes, Rockstar ne perd pas de temps et attaque déjà GTA 5. Faire un nouveau GTA sans monde ouvert est impensable et impossible de faire moins que ce qui a déjà été fait. Il faut faire plus, comme ils le font, d'épisode en épisode. Plus d'activités, plus de réalisme, plus de voitures, plus de lignes de dialogue, plus de radio. Non, sérieusement, il y a quasiment 20 heures de pistes radio. On parle de plus de 500 musiques. Cette fois-ci, direction le sud-ouest des États-Unis et on se dirige à Los Angeles. Et oui, on a déjà fait cette région, mais avouez que la différence entre ça et ça est énorme.
Et Rockstar va nous montrer encore une fois leur savoir-faire. On n'a pas beaucoup d'informations sur le développement du jeu, mais Rockstar veut absolument consolider leur empire. Ils savent qu'il faut du temps pour faire un GTA, et plus vite ils s'y prendront pour la suite, et mieux sera la qualité du jeu. Les premières images du jeu ressemblent à ça. On voit qu'on est encore sur l'ancien moteur de jeu, celui de GTA 4, mais avec la création du nouveau moteur de jeu, évidemment que tout était amené à changer. Ils travaillent en silence, donnant très peu d'informations sur GTA 5, et désormais on est en fin d'année 2011, et sans que personne ne le sache à ce moment-là, des hackers s'introduisent dans les serveurs de Rockstar. C'est pourquoi un trailer sort en panique le 2 novembre pour éviter de potentiels leaks du jeu. Et c'est aussi pour ça que pendant 8 mois, on n'aura plus aucune information sur le jeu. Car le vrai trailer devait sortir en milieu d'année 2012. Et bordel, la claque. Les gens sont devenus complètement fous. Des files d'attente interminables, partout dans le monde, avec des pics de records sur les ventes pour certains magasins. Des gens attendaient carrément depuis la veille pour pouvoir être les premiers à acheter GTA V. On se croirait à la sortie d'un nouvel iPhone. Et dans ce GTA, on incarne 3 personnages, une première dans la saga, dont les histoires s'entremêlent pour nous servir les missions les plus folles et emblématiques de la série GTA. On commence le prologue avec Michael et Trevor, et le ton est donné, fini le film polar new-yorkais des années 2000. Ici, on est dans le bon vieux film hollywoodien bourré d'action. Première scène du jeu, un braquage. Ça se tire dessus, des hordes de policiers, la scène de la voiture qui doit passer la ligne du train alors que celui-ci arrive à très grande vitesse, le coup du pote qui se fait tirer dessus et qui nous dit de continuer sans nous, et évidemment le dernier héros qui arrive à s'enfuir malgré le fait que la zone est bouclée de policiers. En 5 minutes, t'as compris que t'es déjà dans le film. Rien à voir avec les précédents opus qui avaient des missions plus calmes au début. Puis on continue l'histoire avec Franklin, qui, avec l'aide de son pote Lamar, vole 2 voitures pour aller les livrer à un concessionnaire. Concessionnaire malhonnête qui se fait son argent en vendant des voitures volées, jouant sur des contrats d'assurance douteux et manipulant les clients. Tout est surjoué. La scène de la course-poursuite jusqu'à la rencontre de Simon, le patron, l'exagération est permanente. Mais une fois tout ça fini, on se pose dans le véhicule de Franklin. On commence à rouler, on découvre la ville inspirée de Los Angeles, on admire la beauté du jeu, la grandeur des buildings et des bâtiments, la variété de PNJ, l'ambiance du jeu sur un magnifique coucher de soleil en écoutant la radio de Los Santos, et là on comprend. On ressent un truc, un sentiment d'excitation. Ce sentiment qu'on va vivre quelque chose de grand. On a toute la ville à découvrir. On pourrait même qualifier ce GTA de ville vivante. Et tout est accessible dès le début. Dans les anciens jeux, il fallait faire certaines missions ou avancer à un certain stade de l'histoire pour débloquer une nouvelle partie de la carte. C'est pas le cas dans GTA V. Et c'est pas pour rien que sur YouTube il y a 1001 vidéos comparant GTA V à la vraie vie. Rien n'a été laissé au hasard. J'ai dit que je parlais pas de détails, mais je vais plutôt me concentrer sur la ville. Vous pouvez connaître Los Angeles en jouant à GTA V tant elle est fidèle à la vraie vie. Même sur des détails insignifiants, genre ça. On sait que l'apport des petits détails vient surtout de GTA 4, mais GTA V a amélioré la formule sur ce point. Et il a d'ailleurs, comme GTA 4, su s'adapter à son époque. On peut, par exemple, tuner son véhicule. Il y a plus de 1000 options de customisation, chose qui était limitée, voire pas du tout disponible dans les précédents jeux. Le téléphone portable aussi, qui fait partie intégrante de notre vie, il le fait aussi dans le jeu. On peut appeler ses contacts, lire ses mails, envoyer des messages, prendre des photos, naviguer sur le net. Et le net de GTA est rempli d'easter eggs. En plus de pouvoir acheter des véhicules ou investir en bourse pour augmenter son capital, on peut même rechercher des liens cachés comme les profils des personnages sur les réseaux sociaux, les films à l'affiche avec des avis et critiques qu'on peut réellement aller voir dans le jeu, passer son code de la route, ou même voir des trucs comme ça. Cette photo est liée à cette mission. Hello, boy. What's that? You said a man is stuck in a tree. Give me a hand here. Man, that's a cool-ass dog you got, homie. What dog? That dog that saved your ass, man. On y voit un accident de voiture, et si vous êtes passé à côté de la news, pour vous, ce chien, c'est juste un chien qui vous a demandé de l'aide, et qui est parti, alors qu'en fait, il appelait de l'aide pour son maître, mort également. Histoire triste.
Enfin bref, des choses que 90% des gens vont passer à côté, mais qui rajoutent encore une fois en faveur de l'immersion. Pareil pour tous les mystères du jeu, on a tous déjà été au Mont Chiliad entre 3 et 4 heures du matin pour voir le fantôme ainsi que la soucoupe volante. Des milliers de théories sur le net sont apparues pour comprendre le mystère des aliens. De l'œuf caché dans la toute première mission du jeu, de la fresque sur la montagne et finalement le jetpack. Chose qui était beaucoup plus accessible dans les autres GTA, ne l'est pas dans celui-ci. C'était une course contre la montre pour savoir qui allait être le premier à comprendre et dévoiler le secret. Secret qui perdura pendant quasiment 10 ans. Ce GTA V, contrairement à tous les autres opus, est là pour nous montrer le rêve américain. Partir de rien, rencontrer des gens déjantés, faire des grosses sommes d'argent et finalement avoir la grosse villa de ses rêves et les meilleures voitures de sport. Avec cet épisode, tout était là pour faire le GTA ultime. Plus d'activités, plus de véhicules, la map est plus grande avec une plus grande variété d'environnements. Le jeu est apprécié par tous et pire, c'est que GTA V ne viendra pas seul. Rockstar annonce aussi GTA Online. L'aventure Los Santos avec notre propre personnage et beaucoup plus d'activités promises par Rockstar. Le topo est simple, course de voiture, braquage, mission annexe et bien plus avec ses amis et autres joueurs en ligne. GTA Online est une aventure indépendante et amenée à évoluer là où GTA V ne le serait que via les DLC solo. Avant de parler concrètement de GTA Online et de son impact dans le monde du jeu vidéo, il faut savoir que Rockstar prévoyait de vendre 25 millions de copies du jeu en seulement 1 an de commercialisation. Alors, est-ce que vous pouvez deviner la somme qui a été générée en seulement 24 heures ? Plus de 800 millions de dollars. C'est là qu'on a tous compris que Rockstar avait gagné. Ils ont fini le jeu. Ils viennent en 24 heures de rembourser les 250 millions de dollars qu'a coûté le développement du jeu, ainsi que le coût marketing. Et on gagne infiniment plus que ce qu'ils espéraient. Au bout du 3e jour, c'est le milliard de recettes et presque 16 millions de copies vendues. Personne ne se doutait ne serait-ce qu'un instant de ce qui était en train de se produire. Et que quelques années plus tard, GTA V est simplement le 2e jeu le plus vendu de tous les temps. 200 millions de copies vendues. Et ça, on le doit à plusieurs choses qu'on va détailler. Et décide donc d'annuler les DLC du mode solo. Ils mettent toutes les ressources nécessaires sur le contenu additionnel du mode en ligne. Mais alors, comment rentabiliser tout ça si le contenu est gratuit à chaque fois ? C'est très simple, dans le jeu, on commence avec seulement quelques dollars en poche. Et pour pouvoir faire les nouvelles missions, il faut débloquer un bâtiment, par exemple, acheter une boîte de nuit ou jouer avec un ami qui a débloqué ce bâtiment pour faire les missions avec lui. Il faut donc soit le débloquer pour quelques millions de dollars dans le jeu, ce qui fait des dizaines et des dizaines d'heures pour avoir la somme dans le jeu, ou alors prendre sa petite carte bancaire, acheter ses petits dollars virtuels à 1,5 million pour 15 €, ou encore 4,2 millions pour 38 €, ou alors soyons fous et prenons carrément 10 millions pour 75 €. Et à chaque mise à jour, c'est pareil. Nouveau bâtiment, nouvelle mission, il faut donc plusieurs millions de dollars. C'est avec ce modèle que Rockstar gagne de l'argent. Ils sont 1000 fois plus rentables avec ce système qu'en vendant des DLC solo, puisqu'à chaque mise à jour, les joueurs doivent dépenser plusieurs millions de dollars pour débloquer les missions, les véhicules aussi, parfois même des bâtiments. Et le mode online continue encore aujourd'hui d'être alimenté. On est maintenant en 2016. Le jeu est toujours disponible sur les consoles de salon, mais surtout sur PC.
Et comme la plupart du temps, quand un jeu sort sur PC, le jeu va se faire décortiquer dans tous les sens. Et certains développeurs indépendants vont commencer à créer des mods pour GTA sur PC. C'est le début des mods. Deviens Iron Man, deviens Spider-Man, fais du chaos, des mods de météo, de graphisme, tout y passe. Mais certains voient une meilleure possibilité que de simples mods que tu vas installer, rigoler 5 minutes, puis le désinstaller parce que tout seul c'est chiant. Certains vont plus loin et se disent que désormais on a un terrain de jeu immense, avec tout ce dont il y a besoin pour faire du roleplay. C'est le début de l'ère GTA RP. D'abord, un contenu très niche. De plus en plus de vidéastes et streamers vont en faire la promotion en vidéo ou en live et GTA RP deviendra la source numéro 1 du visionnage de contenu GTA sur le net. Ton streamer préféré va créer un personnage qui va interagir avec d'autres joueurs et aussi en créer leur personnage. Chaque personne a une histoire qui l'amène à Los Santos et maintenant libre à lui de faire ce qu'il veut. Tu peux commencer par faire des petits métiers, te faire aider par un membre de la famille qui est déjà en ville et qui possède beaucoup d'argent. En clair, quand nous spectateurs regardons du GTA RP, c'est comme regarder une série Netflix à travers les yeux du héros. Pour les joueurs, eux, c'est comme jouer aux Sims, mais de manière beaucoup plus poussée. Avec plus de liberté et surtout avec d'autres joueurs. GTA RP va exploser durant l'ère du Covid et plein de créateurs de contenu vont émerger avec ça. Certains d'entre vous ont suivi School RP avec Amine, Michou, Billy et les autres streamers, qui a très bien marché et qui a permis à certains de découvrir le RP. GTA RP n'était pas entre les mains de Rockstar mais de 5M et exclusivement sur PC pour des raisons évidentes. Alors beaucoup ont acheté GTA sur PC pour faire uniquement du RP, lancer un serveur avec leurs amis et jouer tous ensemble. Entre temps, certains serveurs officiels de Rockstar ont fermé, comme ceux de la Xbox 360 et de la PS3, car ces consoles n'étaient plus assez puissantes pour jouer au mode online. Et avec l'ouverture des serveurs de la next-gen PS5 et Xbox Series, Rockstar préfère miser là-dessus. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que les problèmes commencent et que les inquiétudes apparaissent. On en a un peu parlé, mais l'annulation des DLC de GTA Solo est mal reçue par les joueurs, puisque teasé est promis à de nombreuses fois. On sait via un leak que c'était 8 DLC qui devaient sortir, mais qui n'ont jamais été. Rockstar, sous les ordres de la maison mère Take-Two, a préféré annuler les DLC pour se concentrer sur GTA Online, rapportant bien plus d'argent. C'est aussi, en 2014 et jusqu'à maintenant, le début de ce qu'on appelle le jeu-service. C'est simplement un modèle de jeu où le contenu est fourni de manière continue sur une période prolongée. Donc, pour GTA Online, depuis le lancement jusqu'à maintenant, toutes les armes, maisons, missions et véhicules qui ont été ajoutés au fur et à mesure du temps sont disponibles dans le mode online. Et il suffit d'acheter ces derniers pour quelques millions de dollars. Enfin, non, pardon, j'ai menti. 180 véhicules ont été retirés du mode online pour améliorer l'expérience utilisateur. Enfin, en 2022, ils annoncent GTA sur PS5, une version améliorée et étendue. En réalité, cette version va effectivement améliorer techniquement le jeu, en augmentant les framerates et la résolution, mais elle n'est nullement étendue, aucune nouveauté à proprement parler. Le titre est mensonger et en plus de ça, le trailer est faux, puisque lorsqu'ils ont publié la vidéo, le développement de cette version n'avait pas commencé. Des plans du teaser de la version PS3 et PS4 ont été utilisés pour ce trailer de la version PS5. Mais c'est pas fini. Dans le lot, ils annoncent aussi ça. GTA+. C'est un abonnement payant permettant d'avoir des bonus dans le mode online, quelques milliers de dollars par mois, ainsi que certains objets ou vêtements exclusifs, dont les 180 véhicules qui ont été retirés du jeu. Vous pouvez les obtenir en payant 20% moins cher que le prix de base. Alors évidemment, vous avez aussi la possibilité via GTA+, de jouer aux précédents jeux GTA de la licence, du style GTA Trilogy en Definitive Edition, qui mérite une petite parenthèse. En 2021 sort GTA Trilogy Definitive Edition, une compilation des 3 premiers GTA, en 3D. Donc GTA 3, GTA San Andreas et GTA Vice City. C'est une superbe idée, parce que ça permettra aux nouveaux joueurs ayant rejoint l'aventure en cours de route de découvrir les premiers opus et comprendre pourquoi GTA est ce qu'il est maintenant. Cette version promet une amélioration graphique et technique des 3 jeux. Mais le problème, c'est que Rockstar ne se sont pas occupés eux-mêmes du remaster du titre. Ils l'ont donné à Groove Street Games. Et j'ai pas de problème avec ça. Ils sont occupés avec GTA 6, Red Dead Online et GTA Online. Par contre, quand tu donnes une licence comme GTA, qui est énorme, t'évites de le donner à un studio composé uniquement de 13 personnes. Et résultat, le jeu est sorti buggé, la direction artistique est parfois abstraite, et pire, du contenu a carrément été enlevé, comme pas mal de musique de l'époque, puisqu'il fallait repayer les droits. Ça ne ressemble pas du tout à Rockstar de bâcler du travail, encore moins leur bébé qui est Grand Theft Auto. Et c'est sûrement lié à 2 choses que je ne vous ai pas encore dit. GTA, c'est principalement 3 personnes, Sam Hauser, Dan Hauser et Leslie Benzies. Lorsque GTA V est sorti, ces mecs-là étaient tout simplement les rois du monde. Tout le monde savait qui ils étaient, ce qu'ils ont été capables de faire et tous les exploits liés à GTA. En 2014, Leslie Benzies quitte Rockstar et aucune vraie raison ne nous est donnée.
La raison la plus valable est que sa vision pour le futur de GTA n'était pas alignée avec les ambitions de ses collègues ou de Rockstar. Pire, en 2020, c'est Dan Houser qui part à son tour, laissant son frère seul chez Rockstar. Dan Houser était producteur, scénariste et vice-président créatif de Rockstar. Sa présence était l'ADN même de la boîte. Son départ fait mal, très mal pour les joueurs. N'oublions pas une chose, ce n'est pas le nom du studio qui est le plus important à l'écran d'accueil du menu du jeu, ce sont les personnes qui y ont travaillé. Et on a déjà vu ce problème plein de fois, notamment avec Call of Duty, où les jeux d'un même studio n'ont rien à voir, puisque ce ne sont pas les mêmes personnes qui travaillent dessus. Une note tout de même un peu plus joyeuse, il reste encore Sam Houser. D'ailleurs, je pense qu'il a compris que les joueurs commençaient sérieusement à s'inquiéter, car lors de l'annonce du trailer de GTA 6 sur Twitter, il a lui-même signé le message sur le compte de Rockstar, montrant qu'il est là, qu'il y a de l'espoir et qu'il est toujours aux commandes. Pour finir, je vous ai parlé de GTA RP, fait par des indépendants qui ont énormément apporté à la communauté GTA ainsi qu'au roleplay. Ils ont été achetés par Rockstar. Alors, pour l'instant, on peut toujours jouer à GTA RP, même si on commence à avoir du changement. Déjà, interdiction d'utiliser les marques de voitures réelles, puisque c'est sous la main de Rockstar et qui peuvent se prendre des procès. Et plus globalement, interdiction d'utiliser la propriété intellectuelle. Donc même hors RP, si vous avez un serveur sur 5M avec vos amis, vous n'avez pas le droit de faire un Mario Kart par exemple. La situation est vraiment inquiétante pour le futur de la licence. On se pose beaucoup de questions quant à l'avenir de la saga. Ça fait maintenant 11 ans qu'on attend la suite de GTA. On a très peu d'informations, comme d'habitude avec Rockstar. On sait qu'une partie du développement était pour l'amélioration de leur moteur de jeu qui va améliorer principalement la physique du jeu avec une eau physiquement simulée en temps réel, une gestion du temps plus réaliste, que ce soit les matinées, les journées, les soirées ou encore la nuit, la qualité des rendus, que ce soit des textures, des lumières, même des nuages volumétriques, et évidemment de son intelligence artificielle. Interaction avec les PNJ, réaction de la police, etc. En plus des améliorations déjà présentes dans Red Dead 2, l'ancienne version du moteur de jeu, mais on en parle juste après. A la base, GTA 6 ne devait pas s'appeler comme ça, le nom de code du jeu était Projet America. Sans trop se mouiller, on peut dire que Rockstar prévoyait simplement la carte des États-Unis comme terrain de jeu, un peu comme l'a fait le jeu The Crew. Mais le projet étant peut-être trop ambitieux et avec le départ de certaines têtes de Rockstar, ce GTA a soi-disant connu un reboot et recommencé depuis presque zéro. C'est à peu près les seules informations qu'on avait jusqu'en septembre 2022, et en attendant les informations, certains essayaient d'imaginer à quoi ressemblerait le jeu, en créant leur propre GTA 6. Certains essayaient même de créer de faux leaks du jeu, en saccageant la vidéo exprès pour dire « Eh regardez, du gameplay exclusif, c'est 100% vrai, GTA 6 vient de leak ». Le problème avec ça, c'est que parfois quand t'as quelque chose d'aussi bien mal fait, tu peux douter. Tu peux te dire que c'est peut-être vrai. Enfin, le jeu est tellement attendu qu'ils doivent avoir des sécurités de malade, ne serait-ce qu'en interne. Ils avaient même interdit le télétravail pour ça. Mais alors, quand en septembre 2022, ce genre de vidéo apparaît, les gens doutent. C'est si bien fait qu'on pourrait croire que c'est vrai. On nous confirme d'ailleurs qu'apparemment, il y aurait plus d'1h30 de contenu qui aurait fuité. Et le problème, c'est que les séquences sont parfois nulles, il se passe rien. Ou alors, les environnements sont parfois très différents. D'une vidéo à l'autre, tu passes d'un braquage à prendre le métro à Miami. Et avant de parler de la véracité ou non de cette histoire, je vais faire un point sur Arion Courtage. Ce petit garçon-là que vous voyez jouer avec ses amis avait 10 ans lors de la sortie de cette vidéo. Il fait ce qu'un garçon de son âge ferait de plus normal. Il fait du vélo, il est passionné de moto et joue à des jeux vidéo comme Minecraft. Et il commence beaucoup à s'intéresser aux cheats, notamment sur Hypixel et surtout au hacking de manière globale. Vous voyez où je veux en venir. Il commence par usurper l'identité de certains gérants de serveurs Minecraft pour y foutre le bordel, et il est tellement fort en hacking qu'il va, un an plus tard, hacker le site de la NASA. Il était à ce moment accompagné d'un groupe de hackers, mais l'exploit est là. Aucun vol de données, son but était juste de flex, montrer de quoi il est capable. Mais au fur et à mesure du temps, il va rejoindre des groupes de hackers avec d'autres motivations. Par exemple, il va hacker des adresses mail gouvernementales et les revendre pour quelques centaines de dollars. Il va aussi en parallèle voler des cartes eSIM pour avoir accès à leurs appels et SMS. Et à ce moment-là, il fonde le groupe de hackers Lapsus. Il va continuer ses activités illégales générant pas moins de 14 millions de dollars. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'il se fait arrêter par la police. Cependant, par manque de preuves, ils doivent le relâcher. Et quand tu prends un coup de pression comme ça, souvent ça finit par te calmer. Tu dis que t'as eu un énorme coup de chance et qu'il est peut-être temps de prendre sa retraite. Mais Arion n'est pas de cet avis. Et il attaque directement Nvidia ainsi que Samsung très peu de temps après. Pour l'anecdote, Nvidia va plutôt bien s'en sortir car ils ont envoyé eux aussi un hacker dans les serveurs de Lapsus pour éviter la fuite de données, chose bien évidemment illégale. Il va commettre une erreur lorsqu'il va hacker Microsoft et dévoiler des informations confidentielles sur le net.
Désormais, Lapsus est recherché par le FBI, et le problème est que, sur un site de communauté d'hacking, ses informations privées telles que son adresse étaient visibles, et le FBI ne mettra que quelques jours à retrouver les principales têtes de Lapsus. Cette fois, la police a ce qu'il faut comme preuve pour pouvoir aller en procès, et place donc Iron dans une chambre d'hôtel, en attendant la date fatidique du 29 avril 2022, date du procès. C'est simple, il n'avait pas d'ordinateur, mais il va quand même réussir à hacker la société Uber avec une Amazon Fire TV Stick et une télévision. Le mec est inarrêtable, et un jour sur un forum, on voit un gars qui poste des vidéos de soi-disant GTA 6. Et bien plus, ce mec d'avoir accès au code du jeu et plusieurs accès employés de la boîte de Rockstar. Les heures passent, après les premières vidéos dévoilées, et Rockstar poste ce message. C'était bien vrai, et c'était Iron derrière tout ça. Il vient de hacker Rockstar et dévoiler des vidéos du jeu le plus attendu de tous les temps. C'est notamment avec ce hack qu'il deviendra mondialement connu et aussi qu'il écopera d'une peine à perpétuité dans un hôpital-prison. On sait désormais que les leaks sont tristement réels. C'est vraiment dommage d'apprendre qu'une partie du jeu est dévoilée comme ça, et non via du contenu officiel par Rockstar. Et avant de parler de GTA 6, je dois vous parler d'autre chose. Le jeu qui a choqué le monde à sa sortie et qui va très certainement inspirer des mécaniques de GTA 6. Le dernier titre majeur de Rockstar. Quand on est un gamer de longue date et qu'on passe beaucoup de temps à jouer à différents jeux, il est rare qu'on ressente une énorme extase à la sortie d'un jeu car on est habitué à ce sentiment. C'est comme quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on est tellement habitué à ce shot de dopamine qu'il faudrait vraiment qu'un contenu sorte de l'ordinaire pour avoir le même effet que la première fois. Cette première fois, enfant, quand tu découvres un jeu qui te marque et dont tu t'en souviens plusieurs années après. Mais Red Dead 2 était le shot de dopamine le plus fort qu'on puisse ressentir. Jamais un monde ouvert n'avait eu ce point de détail. On pourrait croire à une simulation tellement le jeu est immersif et réaliste. De la gestion des besoins primaires du personnage, aux effets de climat et d'environnement, jusqu'aux activités même dites chiantes, comme la pêche, la chasse, devoir prendre soin de son cheval ou même de son arme. Même les PNJ sont cohérents dans l'univers du jeu, avec des personnages non joueurs qui se lèvent au lever du soleil, vont travailler, puis à midi font leur pause, retournent bosser et finissent la soirée au bar avec leurs amis, pour finalement aller se coucher et attaquer une nouvelle journée. Regardez le nombre de vidéos parlant de détails du jeu, j'ai l'impression qu'on apprend tous les jours un nouveau truc sur Red Dead 2. Mais au-delà de ça, on se croirait devant un film, où chaque plan est presque cinématique, contemplatif. Et réalisme oblige, on va pas se balader avec 200 armes sur soi, on est limité sur les objets qu'on peut porter. Même si on peut en déléguer au cheval. Ce n'est pas un GTA dans le western comme les gens le disent, on est moins face à des personnages déjantés, ou sur une exagération permanente dans les missions, l'histoire ou les dialogues. Ce jeu se veut réaliste en tout point, et je peux comprendre que des gens n'ont pas aimé Red Dead 2, car il est considéré comme trop lent. Dans une ère où tout va si vite, où le temps d'attention moyen est d'environ 1 seconde 5, Red Dead 2 nous demande de prendre le temps, de contempler et de respirer. Alors peut-être qu'au lieu de rusher les quêtes, perdez-vous dans la nature, allez découvrir la faune et la flore. Attention à ne pas manger n'importe quoi sous peine de finir très mal en point. Red Dead 2 est un excellent jeu, une histoire folle avec un personnage principal qui a marqué les joueurs et l'un des jeux les plus réalistes qui nous a été de voir. Peut-être même trop. Beaucoup critiquent que le jeu soit trop violent, notamment avec son système de chasse et de dépeçage des animaux, ainsi que les combats à l'arme à feu et les démembrements. Il est vrai qu'il y a une différence entre ça et ça. Out of the way! How do you do? All right, No, this is what you want. Get ready to meet your maker! No, this can't be happening! What the hell? Somebody please help me! Don't shoot! No, don't! Shit in hell! Je suis beaucoup plus impacté par Red Dead 2 que le premier jeu, même si la finalité est la même, le personnage est mort. C'est sûr que le jeu n'est pas fait pour jouer comme ça, mais le fait que ce soit possible rend la chose dérangeante. Et je vous ai parlé de ça car beaucoup de joueurs s'attendent à un GTA 6 aussi réaliste que Red Dead 2. Déjà, en voyant le trailer, on peut être assuré ça ne semble pas. Et le trailer nous donne beaucoup d'informations sur le jeu dont on va détailler après. Autre chose, dans GTA 4, on pouvait faire ça. Rentrer dans un hôpital, tirer sur les personnes présentes et partir. Chose impossible dans GTA 5 car faisant allusion à du terrorisme et du massacre purement gratuit. Mais dans Red Dead, rien ne t'empêche d'entrer dans un saloon et de fusiller n'importe qui. Les scènes sont plus choquantes dans Red Dead car le jeu est tellement réaliste. Ça me rappelle aussi ce youtubeur qui, à la sortie de Red Dead 2, tabasse un personnage féminin pour le donner à manger au cochon en explosant de rire. Mais qu'en sera-t-il de GTA 6 ? Pour l'instant, on ne peut pas répondre à ça, ni même avec les vidéos qui ont fuité. Cependant, il y a du bon qui a été repris de Red Dead. Sans trop spoiler, car c'est pas le but de la vidéo, malheureusement les vidéos futées sont facilement trouvables sur le net, alors voici quelques petits détails repris de Red Dead.
Dans certaines vidéos, on voit que quand on tient une arme lourde et qu'on la déséquipe, le personnage principal met l'arme dans son dos. Elle ne disparaît plus comme dans les anciens jeux. On devrait garder une sorte de menu d'armes à la Red Dead avec possibilité de stocker le reste dans le coffre de sa voiture, qui pour une fois aura un réel intérêt autre que se déplacer d'un point A à un point B. On pourra aussi porter un personnage comme dans Red Dead ou personnaliser sa planque. Bref, je vous déconseille d'aller voir les leaks car plusieurs événements et même missions vous seront spoil. Et ça cassera cette magie et aura qu'il y a autour de GTA 6. Niveau gameplay, ça évolue comme on vient de le voir, mais qu'en est-il du reste? Déjà, on sait que ça se passera à Miami et que la carte sera sans surprise plus grande que celle de GTA 5. Aussi, je vous ai parlé des PNJ de Red Dead, qui ont des scripts détaillés au point d'avoir une routine et de faire quelque chose de cohérent dans l'univers, plutôt que marcher d'un bout à l'autre de la rue. Évidemment, ils sont aussi boostés par une IA. Mais pour GTA 6, on va plus loin qu'un simple script. En 2020, Take-Two dépose un brevet nommé Système et méthode de navigation virtuelle dans un environnement de jeu. Ce brevet présente une nouvelle méthode de développement des actions des PNJ, permettant une simulation de vie réaliste, incluant des emplois du temps, des occupations et des tâches à accomplir. L'objectif semble être d'améliorer l'interaction globale, à l'image de Red Dead 2, que ce soit avec l'environnement ou avec les autres PNJ grâce à un système de nœuds. On peut voir ici que les PNJ pourraient donc se balader dans toute la carte, là où GTA 5, les PNJ sont plutôt assignés à une certaine zone. Un autre brevet déposé par la maison mère de Rockstar sur le système d'animation complexe et innovant. En gros, ils ont construit une bibliothèque de petits blocs de construction pour les mouvements des personnages. Ces blocs peuvent être combinés de différentes manières pour créer un large éventail d'animations. Par exemple, pensez à un personnage d'un jeu qui marche sous la pluie, qui se sent fatigué ou alors qui est blessé. Au lieu de concevoir des animations distinctes pour chacune de ces situations, ils utilisent ces blocs de construction pour assembler naturellement les mouvements du personnage. Ça signifie que GTA 6 peut avoir des animations beaucoup plus diversifiées et plus réalistes. Et en début d'année 2024, encore un brevet déposé sur une nouvelle technologie d'IA. D'après un article, les intérieurs des bâtiments seront générés de façon aléatoire, permettant alors aux joueurs de ne pas tomber sur les mêmes décors à chaque fois, comme cela peut être le cas actuellement dans GTA 5. Par ailleurs, les environnements devraient être plus vivants et, pour exemple, selon le type d'appartement, de luxe ou pas cher, les éléments évolueront au fil du temps, que ce soit les traces d'usure, la saleté ou bien les événements qui auront des conséquences sur l'intérieur. Je tiens juste à préciser que c'est pas parce qu'un brevet est déposé qu'il sera forcément utilisé. Il faut que le jeu tienne déjà sur les consoles next-gen et qu'en plus de ça, on aura une nouvelle version de GTA Online avec ce GTA 6. Et peut-être que ces technologies de brevet là seront utilisées dans le mode en ligne uniquement. Et un dernier brevet est déposé pour le mode en ligne, mélangeant plusieurs sessions en une seule pour éviter des écrans de chargement et permettant un plus grand nombre de joueurs dans une grande session en ligne. Mais que nous apprend le trailer GTA 6 ? On l'a dit, ça se passe à Miami, la ville de GTA Vice City. On jouera deux personnages, Lucia et soi-disant Jason, mais rien ne prouve officiellement son nom, ni dans les vidéos qui ont leak, ni le trailer, ni quoi que ce soit. Ce serait un peu un couple à la Bonnie and Clyde, un couple criminel. Le jeu sortirait sur PS5 et Xbox Series et sur PC quelques mois plus tard, comme ils le font depuis toujours. Pas de sortie PS4 et Xbox One, bien que certaines vidéos qui ont fuité nous montrent du contenu sur la PS4. Les environnements seront variés, passant d'urbain à industriel, de zones rurales à des marécages, donc la carte donnerait ça, en se basant sur la cartographie de Miami. Et cette carte est visible ici, dans l'artwork du jeu. C'est très fourbe de faire ça Rockstar, bravo. On est tous d'accord pour dire que le trailer claque. Regardez le nombre de PNJ, la beauté des textures et des décors. Il y a même plein d'animaux. On voit certains véhicules bien connus de la série GTA, mais aussi des nouveaux. La musique du trailer est vraiment cool. Les gens se sont rués pour l'écouter sur les plateformes, augmentant la popularité de la musique de 40 000%. D'ailleurs, on a peut-être une piste sur le thème musical de GTA 6. Lors d'un DLC sorti dans le online de GTA 5, la mise à jour salle d'arcade, on peut écouter le thème de GTA 5 nommé Los Santos Night. Et qui est une version 8 bits du thème de GTA 5. Mais il y a aussi cette musique, nommée Vice Lights, qui donne ça. Personnellement, je la trouve sympa, et si ça s'avère être ça, c'est un excellent clin d'œil. D'après les dernières informations, le jeu devrait sortir en automne 2025, et ça correspond aux sorties majeures des jeux Rockstar. Sur les 16 titres majeurs sortis, 10 sont sortis entre octobre et novembre. N'écoutez pas les rumeurs disant que le jeu devrait coûter 150 €. C'est infondé, et en plus de ça, le président de Take-Two a démenti tout ça. Normalement d'ici là, on devrait avoir quelques screenshots in-game, peut-être des informations liées au pack collector, de nouveaux trailers. Maintenant, avec le peu d'informations qu'on a, on peut surtout rêver et imaginer ce qui sera possible de faire dans le jeu. On voit beaucoup de vidéos type TikTok dans le trailer. Est-ce qu'on aura un réseau social dans le jeu avec lequel il sera possible de poster ? On voit en arrière-plan certains PNJ avec leur smartphone filmer l'environnement ou filmer d'autres PNJ. Et puis on sait aussi que Rockstar India a recruté un animateur pour médias sociaux in-game. Alors on sait que ça fera partie du jeu, mais à quel point ? On voit aussi beaucoup d'animaux, alors est-ce que la chasse sera aussi au rendez-vous à la Red Dead 2 ? Qu'en sera-t-il des mystères du jeu ?
Le jetpack sera-t-il accessible dès le début du jeu ou faudra-t-il attendre des mises à jour du online comme pour GTA V? On ne peut que rêver pour l'instant de tout ce qui va s'annoncer. Des nouveautés, le retour de certains éléments, comme, je l'espère, la salle de sport ou le système de cambriolage qui vient de San Andreas. GTA est devenu ce qu'il est car il a surpris le monde à la sortie de chaque épisode. Des standards de plus en plus élevés, l'incorporation de nouvelles technologies, l'influence médiatique. On sait que GTA est une satire de la vraie vie et ce trailer nous le prouve avec des vidéos parodiques de la vraie vie. Toujours plus beau, toujours plus grand. Comme de GTA en GTA, on peut s'attendre à plus de véhicules, plus de musique, plus de missions, plus de quêtes annexes à activités que les précédents opus. Rien que le premier trailer de GTA 6 nous dévoile 74 véhicules différents. Maintenant, côté Rockstar, il ne faut pas rater GTA 6, car avec le milliard de dollars qu'a déjà coûté le jeu, ça pourrait coûter très cher de rater le lancement ainsi que la suite. Le mode online aussi. Le mode online nous fait peur, bien que pour l'instant on n'ait aucune info. Est-ce qu'un mode RP sera intégré à la sortie des serveurs online? On a vu que Rockstar a acheté 5M et intégré les devs à leur service. On pourrait imaginer un mode en ligne avec deux possibilités, un serveur RP et un serveur plus général, avec possibilité de faire du online classique comme dans GTA V Online. Par contre, comment se passera l'économie de ces serveurs? Est-ce qu'on garde le système actuel de GTA Online? Est-ce qu'il faudra payer avec du vrai argent? C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter une paire de chaussures dans la vraie vie, je le ferai dans le jeu? Je pousse le vice un peu loin, mais c'est quelque chose qui pourrait totalement être envisageable. On a vu que Rockstar se concentre uniquement sur le online depuis la sortie de GTA V, car ça rapporte tellement d'argent. Beaucoup se posent la question aussi, mais est-ce qu'on pourra migrer nos personnages actuels de GTA Online sur ce nouveau jeu? Si oui, c'est dégueulasse pour les nouveaux qui arriveront avec ce nouvel épisode. Ils auront trop de retard par rapport aux anciens joueurs. Parce que là où la communauté excelle le plus, c'est pour râler. Tiens, quand on a eu les leaks, beaucoup ont vu qu'on allait jouer une femme. Ça y est, le trailer numéro 2 de GTA 6 vient de sortir. Des millions de stats à tout va. Il n'y a qu'à regarder l'annonce du deuxième trailer. En 24 heures, c'est plus de 475 millions de vues, ce qui atomise le précédent record de la première bande-annonce. Avec ce second trailer, Rockstar Games nous gâte avec 70 images officielles, 42 nouveaux artworks et des présentations de personnages ainsi que de lieux de Leonida. Le tout vient affirmer toute cette hype, toute cette attente. 18 longs mois où nous n'avions plus d'informations venant de Rockstar Games. Pourtant, beaucoup de personnes ont raté quelque chose de très important dans ce trailer. Cette chose qui est l'essence même de GTA. Et ça, ce n'est pas normal. Surtout quand on parle du jeu, le plus attendu de tous les temps.
a été pour vous le premier GTA? Je me souviens plus jeune avoir vu GTA San Andreas chez mes cousins. Quand j'ai vu pour la première fois la jaquette, je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle essayait de dire. Pourquoi autant d'éléments mélangés? D'habitude, une jaquette se contente d'un héros bien centré, d'un paysage stylisé ou d'une explosion en arrière-plan. C'est très souvent épuré et sérieux. Rockstar, eux, font tout l'inverse. Quand j'ai joué pour la première fois à un GTA, j'ai très vite compris pourquoi avoir mis 4 tonnes de choses dans la jaquette. Parce qu'il est impossible de résumer le jeu à un seul élément. Et quand j'ai enfin pris la manette, j'ai fait ce que tout le monde fait sur San Andreas. Je me suis baladé dans cette carte immense, j'ai volé des véhicules, j'ai changé la coupe de Carl, j'ai tenté des missions, même si à l'époque je ne comprenais pas grand chose. Et à la fin de ma toute première session, j'ai compris 2 choses sur ce jeu. La première est que la boîte du jeu illustre ce qui est important dans GTA. La seconde chose est que ces éléments sont tout aussi importants les uns que les autres, et que c'est l'ensemble qui a fait GTA San Andreas. La jaquette n'avait pas menti, elle montrait tout parce que tout est important. Retirer l'histoire et la satire du jeu, on se retrouve dans les Sims en monde ouvert. Retirer le monde ouvert et les voitures, ça devient un Max Payne ou un LA noir. Voilà pourquoi ces éléments sont très importants et représentés dans les jaquettes de chaque jeu de la série GTA. C'est d'ailleurs un élément reconnaissable très facilement, une identité forte rien qu'à eux. Ok JP, mais pourquoi tu nous parles de ça? Parce que ces souvenirs, nous sommes des millions à le partager. Que ce soit sur San Andreas ou d'autres épisodes de GTA, la formule est quasiment la même. Et il est important de comprendre son héritage pour le futur de la licence. Pour comprendre l'intégralité de l'histoire de la saga, je vous conseille de regarder ma vidéo sur le sujet intitulé « Le jeu le plus attendu de tous les temps ». Cette essence de GTA San Andreas, on la retrouve sur GTA 3, GTA Vice City, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, et même sur GTA 4 et GTA 5. Ce qui va vraiment différencier les titres, au-delà du gameplay et de la carte, va être 2 choses. La première chose est évidemment l'évolution technologique. Depuis GTA 4, il est impossible de passer à côté de ça. La quantité de détails et de réalisme, toute la technologie derrière ces jeux qui poussent en permanence le jeu vidéo toujours plus haut, c'est à chaque fois un bond technologique énorme. Et ça, qu'on aime ou pas GTA, il faut admettre qu'ils ouvrent la voie aux prochains éditeurs qui pourront se servir de ces technologies pour les perfectionner. Le moteur de physique procédurale de GTA 4, le monde ouvert massif et la densité de PNJ de GTA 5, la physique ultra réaliste et l'écosystème vivant de Red Dead Redemption 2, tout ça est repris ou le sera par d'autres jeux vidéo. On en parlera plus tard pour GTA 6, tous ces nouveaux brevets déposés et à quel point il va pousser la technologie du jeu vidéo à un stade jamais atteint. Mais avant ça, parlons du deuxième point le plus important des GTA. Son écriture, son histoire. Ça peut paraître cliché, mais si vous adorez autant GTA, c'est principalement pour son histoire. Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh. Oh. La manière dont chaque personnage est écrit, chaque intrigue nous est racontée, la satire d'un monde absurde. Si on reprend depuis le début, GTA 3, le premier GTA 3D, la satire était déjà présente, juste beaucoup plus subtile. Et pour des raisons évidentes, je ne parlerai pas de GTA 1 et GTA 2. Dans GTA 3, on y incarne Claude, un personnage muet, trahi par sa petite amie Catalina lors d'un braquage. Claude arrive à s'échapper de prison et à gravir les échelons du crime organisé de Liberty City. L'histoire est volontairement minimale et les personnages secondaires sont des clichés sur pattes. Le mafieux italien, le flic ripou, le dealer colombien. C'est surtout au niveau des radios du jeu que la satire s'exprime le plus. Au niveau des publicités, le jeu dénonçait déjà la société de consommation et de l'absurdité des services modernes. Pets Overnight était ma préférée, promettant la livraison d'animaux exotiques directement à domicile. Are you bored with man's best friend? Sorry, Fido, we're gonna have to drown you. Why not try man's first cousin? At PetsOvernight.com, we've got every primate in stock, from spider monkeys to gorillas. You'll love your new best friend. Mommy, Jim bit me. Oh yeah, then you just bite him back then, okay, honey? PetsOvernight.com, delivering little bundles of love in a box directly to your door. Mais la satire est aussi présente dans les missions. Grâce à ça, on a pu jouer à des missions emblématiques et drôles dans ce GTA. Je pense notamment à l'une des plus appréciées par les joueurs, la mission Mike Lips Last Lunch. Dans cette mission, le joueur doit piéger la voiture de Mike Forelli avec une bombe pendant qu'il déjeune. Cette mission est déjà digne d'un film polar mafieux des années 60, mais surtout très absurde. Une fois la voiture piégée, on attend que Mike finisse son repas, monte dans la voiture, puis explose. Je dis absurde car on avait déjà le dénouement de la fin avant de le voir se dérouler. Grâce au slogan du fast-food où Mike vient de manger, il est écrit « Manger jusqu'à en exploser ». Mike Forelli, le mec qu'on vient de tuer dans la mission, est un stéréotype du mafieux glouton, vieux et lent, une figure de la vieille école. Le message ici est que la gourmandise de ce dernier le fera tuer.
Mais évidemment, les polémiques étaient liées à la banalisation de la violence. Beaucoup accusent le jeu d'alimenter l'insécurité et d'inciter à des comportements violents. But of all the worrisome materials swirling about out there, Grand Theft Auto 3, one of the most popular, technically sophisticated, and graphic video games ever designed, may have given our generation of adults something new to worry about. Je ne parlerai pas des conséquences du 11 septembre dans ce jeu, puisque je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Par contre, je parlerai d'une mission qui avait fait vaguement polémique à sa sortie, et qui a refait surface lors du remaster de GTA 3, sorti en 2021. Cette mission a notamment fait parler d'elle sur Twitter, où Claude, le personnage que l'on joue, doit tuer un protagoniste gay, qui a eu des relations sexuelles avec un ami du héros. Une mission qui aurait pu facilement sauter, d'autant plus que le personnage est une caricature qui multiplie les idées reçues avec un timbre de voix caractérisé et qui ne parle que des fesses du héros. Ce passage vient de cet article de Journal du Geek et de ce post sur X qui a visiblement sauté depuis. Et ça, c'est l'un des problèmes récurrents avec la série. Si déjà à l'époque ce genre de choses était mal vu, qu'est-ce que ça donnera dans le futur ? Le jeu ne se contente pas de viser des minorités. Effectivement, si c'était le cas, ce serait probablement problématique. Tout comme s'il visait uniquement un seul type de classe moyenne par exemple. Or, les GTA ont toujours revendiqué une posture provocatrice, utilisant la polémique comme un outil marketing. Selon Rockstar North, la série GTA vise à choquer et à satiriser la société contemporaine, abordant sans tabou des thèmes comme la criminalité, la corruption, la misogynie ou la xénophobie. Évidemment, ça n'a jamais empêché le jeu d'être censuré, et à l'époque, les niveaux de censure étaient très élevés et pouvaient différer d'un pays à l'autre. Meurtre de civils, exécution à la chaîne, missions sanglantes. Il était possible d'avoir des relations avec des prostituées pour gagner de la vie, et ensuite de pouvoir les tuer pour récupérer l'argent. Tout ça sans aucune morale imposée. Voilà pourquoi certains pays ont préféré censurer le jeu. Sachez qu'en France, en Allemagne et en Australie, le jeu est pas mal censuré. Pas d'effet de sang, pas de démembrement, les PNJ ne lâchent pas d'argent à leur mort, les missions carnage sont supprimées. La polémique autour du jeu était sans précédent. Jamais un jeu n'avait atteint un tel niveau de violence. Mais ça, c'est quand le jeu est disponible. Parce qu'en Malaisie, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite et la Thaïlande, toute la série GTA y est totalement interdite. Pourtant, vous allez remarquer quelque chose au fur et à mesure des jeux. Ok, on oublie le climat mafieux polar à New York et on laisse place aux années 80 à Miami. Ça se traduit par des palmiers, des cocktails et des chemises à fleurs. Fini le protagoniste muet, cette fois on joue Tommy, un ancien taulard comme Tony Montana de Scarface, qui bâtit son propre empire à Vice City. Les références à ce genre de film sont évidentes et sont vraiment très cool. On a plein de missions mémorables dans Vice City. Rebaut est je pense la plus appréciée. C'est littéralement Scarface. On vient renverser Ricardo Diaz pour récupérer son manoir. On tue des hordes d'ennemis avant d'arriver devant Ricardo, et donc on traverse entièrement le manoir qui a l'air de ne jamais en finir. Après ça, le manoir devient notre base, où l'on peut sauvegarder et garer ses véhicules. L'ajout des bâtiments achetables vient agrandir les possibilités dans la série, et chaque quartier a son style. La plage, le centre-ville ultra-moderne, les zones industrielles ou le ghetto haïtien. La carte est plus variée, plus vivante, et donc plus immersive. Mais ce qui marque surtout, c'est la mise en scène. On sent que Rockstar a voulu raconter une vraie histoire, avec un héros, des trahisons, une montée en puissance. Les cinématiques sont plus longues, mieux dialoguées et les personnages plus marqués. Et surtout, la satire est toujours là. Tommy peut tuer, voler, trahir, ruiner des vies, mais jamais il n'est puni. Au contraire, il est glorifié. Il grimpe au sommet, écrase tout le monde et devient l'homme le plus puissant de la ville. C'est du GTA pur jus, une critique grinçante du rêve américain. On pourrait donc s'attendre à un jeu plus coloré, moins violent, plus détente, mais c'est mal connaître Rockstar. Déjà, tout ce pourquoi GTA 3 a fait scandale, les meurtres, les missions sanglantes, les relations avec les prostituées, il garde tout. Aussi, Miami est une ville où il y a beaucoup de gangs, alors Rockstar va caricaturer tout ça. Ce sont des gangs violents, issus principalement de communautés cubaines et haïtiennes de Floride. Le problème est que certaines lignes de dialogue incitent au meurtre de ces populations. On peut notamment y entendre « tuer tous les Haïtiens ». Et forcément, ça n'a pas du tout plu, à tel point que le maire de New York de l'époque, Bloomberg, va s'en mêler et dira qu'il fera tout ce qu'il peut pour forcer Rockstar à modifier le jeu. Rockstar finit par sortir une version modifiée, supprimant les dialogues les plus controversés. La polémique avait pris une telle ampleur qu'elle a obligé l'éditeur à réagir, chose rarement vue à l'époque. Mais comme ses prédécesseurs, Vice City est accusé de banaliser la violence, glorifier le crime et d'influencer les plus jeunes. Many parents are buying these games for their children without knowing what is in them. And as you will see, they can be pretty rough. This is what many children, boys mostly, are hoping to find under their Christmas trees. Le scandale est partout. Et pourtant, le jeu se vend par millions.
Le succès est tel que Rockstar n'a aucune raison de ralentir. Au contraire. I'm on my grizzly, don't hit me, I'm busy. You not talking money, can't answer my phone. Spin the block, ops looking dizzy. No one can outrizz me. Your girl send me once and she gone. Man, my flow hit like a semi. I go dumb like Timmy. You know this the stuff I be on. Man, I've been getting the money. That bag just been calling. No reason, I'm back on my. GTA San Andreas. L'épisode le plus vendu sur PS2, et d'ailleurs le jeu qui s'est le plus vendu sur cette console. Double record. En même temps, quand en fin d'année 2004, Rockstar nous présente ça, il y a réellement de quoi devenir fou. C'est simple, ils reprennent les éléments des GTA et les multiplient pour une overdose de dopamine à ne plus savoir quoi en faire. S'il fallait en moyenne 15 heures pour terminer GTA 3 et environ 20 heures pour terminer GTA Vice City, pour GTA San Andreas, il faudrait une moyenne de 30 heures, uniquement pour le mode histoire. Si on rajoute les quêtes annexes, on monte facilement à 50 heures. Et pour éviter une redite de ma précédente vidéo sur le sujet, je vous colle juste ce passage de 15 secondes qui détaille les différentes activités secondaires. En résumé, on peut jouer à plusieurs mini-jeux comme les bornes d'arcade, le billard, le casino, faire du basket, du parachute, de la photographie, du graffiti, prendre des cours de conduite pour les différents véhicules et du cambriolage, et on peut tuner son véhicule. Mais encore une fois, pourquoi on adore autant cet épisode, au-delà du fait que la carte soit immense et qu'il y ait une tonne de choses à faire dans le jeu, c'est son histoire. À cause de certaines missions dans GTA Vice City, Rockstar a été accusé de véhiculer des messages racistes. Dans GTA San Andreas, Rockstar a clairement voulu aller plus loin en assumant et en exposant frontalement les problématiques de racisme, discrimination et de brutalité policière. C'est pourquoi dans cet épisode de la série, on incarne Carl Johnson, CJ, un afro-américain issu d'un quartier défavorisé. C'était rare de jouer un personnage de couleur, surtout en 2004. Ce choix a permis de traiter la question du racisme de l'intérieur à travers le regard du héros. Et donc pour une fois, depuis l'histoire des GTA, on a finalement un personnage humain sur qui on peut s'attacher. Malgré l'absurdité de certaines missions, on ressent une écriture bien plus mature et sociale. Rockstar tape sur les élites, le système judiciaire, les banlieues riches, les milieux du showbiz et sur l'Amérique hypocrite, thème qui reviendra à chaque jeu de la saga. Et dans tout ça, nous avons CJ, un personnage plus humain et parfois victime du système. Au lieu de dénoncer la corruption policière via un spot radio ou une mission annexe, Rockstar a décidé d'en faire un arc à part entière dans le jeu. Et ça a beaucoup plu aux joueurs. Dès l'introduction, on comprend que CJ est revenu à Los Santos après avoir appris l'assassinat de sa mère. Mais avant même de pouvoir quitter l'aéroport, il se fait interpeller par deux policiers, Frank Tenpenny et Eddie Pulaski. Il le piège en l'accusant d'un meurtre d'un policier, puis le relâche en territoire hostile des Ballas, le gang rival de la famille de CJ. Ces policiers corrompus vont se servir de CJ tout au long du jeu, jusqu'à lui demander d'assassiner un journaliste qui enquête sur la corruption dans la police. Et tout cet arc est inspiré d'un des événements majeurs de l'histoire américaine. Rodney King Riots. Le 29 avril 1992, des émeutes éclatent un peu partout à Los Angeles. La raison ? L'acquittement de 4 policiers blancs accusés d'avoir violemment frappé Rodney King, un automobiliste afro-américain, lors d'une arrestation filmée un an plus tôt. Ce verdict a provoqué une immense vague de colère dans les quartiers populaires, principalement afro-américains et hispaniques, qui dénonçaient depuis longtemps les violences et discriminations policières. Les manifestations ont rapidement dégénéré en émeutes, pillages, incendies et affrontements armés. Durant 6 jours de chaos, la police s'est retrouvée débordée. La garde nationale et même l'armée ont été appelés en renfort. Le bilan humain et matériel est lourd. Plus de 50 morts, plus de 2300 blessés, plus de 11 000 arrestations et près d'$1 milliard de dégâts matériels, avec plus de 1100 bâtiments détruits et 3600 incendies recensés. Dans le scénario du jeu, l'acquittement du corrompu officier Tenpenny déclenche une vague de colère et des émeutes dans les quartiers défavorisés. Tout comme l'acquittement des policiers dans l'affaire Rodney King, qui a provoqué les émeutes de 1992. D'autres missions viendront aussi dénoncer les problèmes de drogue, de gangs, la fracture sociale, et la seule réaction véritablement humaine dans ce monde absurde est celle de CJ. Voilà pourquoi on s'attache énormément au personnage. Le problème est que beaucoup vont y voir des stéréotypes raciaux dans l'univers de San Andreas. D'après une étude publiée dans le journal académique Games and Culture, menée auprès de plusieurs groupes de jeunes joueurs, une chose est claire, ils ne reçoivent pas ces images passivement. En d'autres termes, la représentation des communautés afro-américaines et latines du jeu comme des foyers de violence et de criminalité renforce des stéréotypes discriminatoires et offre aux jeunes adolescents des modèles négatifs. Dans le jeu, de nombreuses missions consistent à voler, commettre des actes de violence ou participer à des guerres de gangs. Les dialogues, la musique et l'ambiance générale du jeu mettent en avant une culture urbaine stéréotypée, parfois caricaturale,
avec beaucoup de références à la violence, la pauvreté et l'exclusion. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que CJ ne choisit pas vraiment cette vie. Il est poussé dedans. Il est manipulé par la police, menacé par les gangs, et même culpabilisé par son propre frère qui lui reproche d'être parti vivre ailleurs. Sweet, son grand frère, lui répète que le gang a besoin de lui, qu'il doit rester, qu'il doit se battre pour Grove Street. Contrairement aux autres protagonistes de GTA, CJ ne veut pas de cette vie, mais il n'a pas le choix. Et c'est ça qui rend son histoire aussi forte. CJ est le seul personnage de GTA qui réagit comme une personne normale dans un monde absurde. Il n'est pas cynique, ou fou, ni détaché. Il veut juste survivre, protéger les siens et s'en sortir. Rockstar a tiré beaucoup de leçons avec cet épisode, et a compris que leur produit culturel en tant que jeu vidéo doit évoluer avec la société. Elle invite une réflexion sur la satire, la responsabilité sociale des créateurs, la diversité des points de vue des joueurs et la nécessité d'une écriture plus nuancée pour éviter de renforcer les clichés qu'on prétend critiquer. À partir de maintenant, les créateurs de GTA ont compris que leur œuvre était scrutée non seulement comme un produit de divertissement, mais aussi comme un objet culturel capable d'influencer les perceptions. Alors le défi est comment garder un ton absurde, des missions et des dialogues toujours drôles, tout en faisant une histoire plus mature. Parce que cette réflexion a eu un énorme impact sur l'épisode le plus incompris de la série. « 2008. Rockstar dégaine enfin sur ce quoi il bosse depuis 4 ans. Un tout nouveau moteur de jeu. Et avec lui, une claque technologique. La physique procédurale, l'animation des corps, le poids des véhicules, la gestion des collisions. Un nouveau standard, un avant-après dans le jeu vidéo. Mais on n'est pas ici pour parler de technique, alors que raconte vraiment ce GTA 4 ? Eh bien, jusqu'ici, Rockstar misait sur l'excès et la caricature critique de la société américaine. GTA 4 est l'inverse complet de tout ça. Le jeu est plus sombre, la satire est plus fine et réaliste que les précédents opus de la série. Ici, on vient déconstruire l'idée du rêve américain, l'idée selon laquelle les États-Unis sont une terre d'opportunités pour tous. Notre protagoniste, Niko Bellic, se fait embarquer à Liberty City parce que son cousin Roman lui fait miroiter une vie de luxe. Évidemment, comme dans la vraie vie, c'était bien trop beau pour être vrai. Le cousin du héros vit dans un taudis, croule sous les dettes et ment sur toute la ligne. Niko est entraîné dans le monde criminel de la ville, se retrouvant mêlé à des mafias, des trahisons et des conflits moraux, tout en cherchant à s'intégrer et à trouver sa place dans une société qui ne lui fait aucun cadeau. Qui n'a jamais rêvé du rêve américain, après avoir vu Rocky ou À la recherche du bonheur ? Avec GTA 4, on peut l'expérimenter. Pour se rendre compte que tout est faux, tout n'est qu'illusion. Alors au début on s'en sort comme on peut, conducteur de taxi, livraison, quelques deals sous la table, sauf qu'on gagne à peine de quoi survivre dans le taudis de Roman qui nous sert de planque. Et très vite, le système nous pousse vers des activités illégales. Tout ça parce qu'on veut toujours plus. Plus d'argent est égal à plus de pouvoir. Au début du jeu, on est dans le quartier des immigrés slaves, et on ne va jamais à Manhattan. On gravite dans la pauvreté en continuant de rêver. Mais Niko comprend que s'il veut réellement s'en sortir, il faut faire des choses qui sortent du commun, sans parler de moralité. Il nous faut de l'argent, faisons un travail qui va réellement nous rapporter de l'argent. Quoi qu'il arrive, les sacrifices seront réels pour Niko, parce que dans la vie, la fin heureuse n'existe pas. C'est exagéré mais c'est vrai, et au lieu de le montrer d'une manière comique, ou très absurde comme le faisaient les anciens jeux, ici on le montre presque comme ça se serait passé dans la vraie vie. La critique sociale du jeu est, je pense, la meilleure de n'importe quel épisode de la saga. Alors oui, on pourrait dire que le jeu a été écrit comme ça car son moteur de jeu est la cause du premier GTA à vouloir ressembler à la vraie vie. Il suffit de comparer GTA 3 à GTA 4, le gap est énorme. Mais je ne pense pas que ce soit ça, sinon pourquoi GTA 5 serait revenu à un entre-deux ? Non, je pense que GTA 4 est plus mature parce qu'il grandit avec son public. On a compris les blagues lourdes et la surenchère constante des premiers jeux. Et quand on est adolescent, c'est ce qui nous fait marrer. Mais avec un public qui grandit, si on veut continuer de l'intéresser, il faut aussi évoluer. Alors comme on l'a vu, depuis GTA San Andreas, Rockstar veut faire passer des messages clairs. Plus qu'en mettant un simple spot radio pour dénoncer quelque chose. Donc s'ils veulent pouvoir dénoncer librement la violence, la criminalité, la solitude et la difficulté d'intégration, ils doivent prendre un ton plus sérieux. L'arc avec Vlad nous montre comment les étrangers sont vus et traités en Amérique. Don't worry your little peasant head about it. L'expression que Vlad utilise pour parler de Niko, petit paysan, est utilisée de façon condescendante ou moqueuse, vu comme quelqu'un de classe sociale inférieure. Et c'est un degré d'écriture qui pourrait échapper aux plus jeunes. Revenons rapidement sur le sujet du American Dream.
Si je vous demande quel est le symbole à New York, qui représente le rêve américain, est-ce que vous connaissez son histoire? Il est probable que oui, donc je vais la faire courte. La Statue de la Liberté, offerte par la France, est installée à côté d'Ellis Island, le centre fédéral d'immigration des États-Unis, entre 1892 et 1954. C'est souvent ici que le rêve américain commence ou s'arrête brutalement. Dans la vraie vie, cette statue est un symbole fort, une figure accueillante pour les immigrés, un symbole de liberté totale représenté par les chaînes brisées marquant la fin de l'oppression et l'esclavage, mais aussi la flamme qu'elle porte, représentant la lumière de la raison. La statue est comme un phare qui guide les peuples dans les moments sombres. Elle tient aussi une tablette, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Parfait, alors maintenant qu'on sait ce que représente cette statue dans la vraie vie, à quel point son message est fort et porte des valeurs nobles, on va voir comment les frères Hauser s'en sont servis pour faire tout l'inverse. Dans GTA 4, elle porte le nom Statue de l'hilarité. La flamme est remplacée par un gobelet de Starbucks, et la tablette qu'elle porte indique ce message. Envoyez-nous les personnes les plus brillantes, les plus malines, les plus intelligentes, ceux qui aspirent à vivre libre, et soumettez-les à notre autorité. Regardez-nous les tromper tandis qu'ils torcheront le cul des riches, pendant qu'on les convainc qu'il s'agit d'une terre d'opportunité. Il y a plusieurs messages forts qu'envoie Rockstar avec ça. Bon, il est évident que le message initial est moqué pour parler de l'hypocrisie de ce rêve américain. Le gobelet remplace la flamme pour parler de la surconsommation aux États-Unis, un vrai problème depuis plus d'un demi-siècle. On peut y faire un rapprochement à Supermarket Lady, si vous avez vu ça à l'école, ou si vous connaissez l'œuvre. Mais un détail important que je n'ai pas souligné lors de ce GTA San Andreas, son scandale du mode Hot Coffee. Un mini-jeu caché où l'on pouvait avoir des relations sexuelles avec sa petite amie dans le jeu a fait un énorme scandale. J'en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo, mais je n'avais pas poussé ce détail sur GTA 4, parce que oui, il y a eu une réponse de Rockstar face à tout ça. En fait, Hillary Clinton a réagi à ce scandale et a voulu imposer une législation fédérale, donc d'interdire la vente de jeux vidéo violents ou sexuellement explicites aux mineurs. Ce que Rockstar trouve injuste, puisque si ça avait été un film, un livre ou même une musique, il n'y aurait pas eu autant de polémiques. Et ce qui énerve encore plus les créateurs de GTA, c'est que dans tout ça, le jeu vidéo n'est pas considéré comme quelque chose de sérieux. En fait, il faudrait même s'en méfier. La statue ressemble étrangement à Hillary Clinton, et dans la statue, il y a un easter egg. On peut y voir un cœur attaché à des chaînes. Comme si la liberté d'expression que représente la statue est bafouée par Hillary Clinton. On comprend aussi mieux pourquoi la statue dans le jeu tient un gobelet de café, référence au mode Hot Coffee de San Andreas. Ça pourrait expliquer pourquoi Rockstar a voulu prendre un ton plus sérieux à l'époque, pour montrer qu'un jeu vidéo est une œuvre qui peut faire réfléchir, et qui est à prendre au sérieux comme n'importe quelle autre œuvre. Le jeu n'a pas été compris à sa sortie, et c'est souvent lors d'une seconde lecture que les joueurs comprennent le potentiel de ce GTA 4. Beaucoup de témoignages sur internet de personnes qui disent avoir redécouvert GTA 4 une fois adultes, et qu'ils remarquent des tonnes de détails dans le genre, que ce soit les missions en passant par la radio ou Spot TV. Rockstar tire sur tout le monde, tout le temps, et c'est hilarant. Un exemple marquant est la station de radio WKTT. Richard Bastion Show. This country's going to hell. Ever since we let those damn Australians back in this country, everything has gone to shit. What the hell did we go to war with them for in the first place? I'll tell you why. We did it for freedom and for valuable munitions contracts. Ce passage est issu d'un véritable appel. En fait, chaque appel de cette radio est réel. Parce que qu'est-ce qui est plus drôle qu'une fausse émission avec de fausses personnes parlant de théories du complot ou de coups de gueule démesurés? C'est évidemment que tout soit vrai. Alors en 2007, un an avant la commercialisation du jeu, Rockstar Games invite les joueurs à appeler un numéro pour parler d'opinions les plus absurdes sur la culture américaine. Certains ont été sélectionnés pour être diffusés sur la radio du jeu WKTT. Elle s'inspire directement de certaines stations de radio choc bien réelles. La station fictive est animée par Richard Bastion, un présentateur conservateur qui n'hésite pas à encourager les appels les plus délirants. Certains appels étaient tellement absurdes qu'ils en devenaient génialement parodiques. Un fan demandait par exemple que les enfants aillent travailler à l'usine plutôt qu'à l'école, d'autres s'en prenaient au micro-ondes, au sushi ou encore à l'allaitement public. D'une certaine manière, Rockstar a permis aux joueurs de participer au script. D'autres publicités radio dans le jeu parlent de sous-vêtements fashion pour enfants, en donnant un site web. Si on se rend à un cybercafé dans le jeu et qu'on tape le nom du site, le jeu obtient immédiatement les 5 étoiles, le niveau de recherche le plus élevé. J'adore cet easter egg, parce qu'en plus de dénoncer un sujet extrêmement sensible que je n'ai même pas besoin de nommer, Rockstar dénonce aussi et surtout la curiosité morbide du joueur. Pour finir ce point sur GTA 4, il est sorti à un moment étrangement intéressant.
En fait, GTA 4 sort durant la plus grosse crise économique jamais connue depuis 1929. The subprime crisis. Subprime crisis. Subprime. The subprime. Subprime. The stock market is now down 21%. Because we're now down 43%. Sectors, Apple's under pressure, Yahoo down 8.5%, Cisco 6.5%. We're in the midst of a serious financial crisis. What started in America last year has now spread to every part of the world. As a result, our entire economy is in danger. Tout est parti des subprimes. Les banques américaines prêtaient de l'argent à des familles qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour acheter des maisons. Les prêts avaient des taux hautement élevés. Le système n'a pas tenu, l'immobilier montait sans cesse, et quand une famille ne pouvait plus rembourser le prêt, la banque revendait la maison pour récupérer l'argent. Le problème est que ça a le même fonctionnement qu'un système pyramidal. Et si la base s'effondre, donc ici les familles qui empruntent, les banques et les investisseurs qui sont bien plus hauts dans la pyramide finiront par tomber. Ça a eu des répercussions dans le monde entier. Et donc le message de ce GTA résonne fortement avec le climat social et économique de l'époque, bien que le jeu ne l'aborde jamais directement. GTA 4 met en scène l'échec de l'ascension sociale et de la désillusion face à une Amérique qui déçoit. Une société marquée par l'endettement, la difficulté de s'en sortir, des problématiques exacerbées par la crise de 2008. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de joueurs regrettent ce côté bien trop réaliste, presque déprimant pour un jeu comme GTA. Et pour ceux qui ont un œil plus affûté, vous avez clairement remarqué la ressemblance du trailer de GTA 4 et de GTA 6. On en parlera plus en profondeur dans la partie GTA 6, mais le seul côté absurde des deux trailers sont les passages des TikTok, des vidéos courtes reprenant des faits réels qui se sont passés à Miami. Mais pour ce qui est de GTA 5, Rockstar a quelques idées de ce que veulent les fans, et de ce qu'ils peuvent proposer pour créer une expérience moins réaliste mais qui plaira énormément aux joueurs. Et ça va être encore une fois ici, le début des problèmes pour eux. 2010, 2011 et 2012. Durant ces 3 années, le monde se remet de sa crise économique. L'iPhone explose, les réseaux sociaux aussi, et le selfie devient un réflexe culturel un peu partout. Les premiers influenceurs internet font leur apparition, et un climat de normalisation du cynisme s'installe. On se moque de tout, on ne croit plus à rien, et on en rigole. Avec un climat pareil, les créateurs de GTA se disent que le jeu doit changer de ton. Mais cette fois-ci, ils s'adapteront à ce que veulent les joueurs. GTA 4 a divisé les fans alors que depuis le début, la saga met tout le monde d'accord. Donc, la question se pose. Sauf que, comment contenter tout le monde? Certains adorent le chaos des anciens GTA, d'autres préfèrent une histoire plus émotionnelle, et enfin, il y a la nouvelle base de joueurs qui n'a connu qu'un jeu, voire aucun jeu de la saga, qui arrive là parce qu'ils connaissent uniquement l'héritage de la série. Ok, par quel média le jeu vidéo est principalement influencé? Si le cinéma influence tant le jeu vidéo, c'est parce qu'il permet de renforcer la narration, parce qu'il a plus d'une décennie d'avance et qui a permis de montrer, raconter et faire ressentir des choses à travers une simple pellicule. La valeur ajoutée d'un jeu vidéo est qu'il permet l'interaction. C'est grâce à ça qu'on ne regarde pas simplement notre héros faire un choix, nous faisons un choix, qui déterminera la suite du jeu. Alors maintenant qu'on sait ça, regardons les films qui ont changé les codes, qui ont arrêté de faire comme les autres, qui ont pu aller plus loin. Parce qu'un film normal nous fait suivre un protagoniste, avec son arc narratif unique. Le Roi Lion, Spider-Man, Rocky, vous en connaissez plein. Un film plus intéressant va casser ce code, pour que le spectateur se dise que cette fois, il y a un truc différent. Maintenant, certains voient déjà où je veux en venir, et pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo, je vais en venir à ça. Hey Joe, I'm gonna shoot this guy. You shoot me in a dream, you better wake up and apologize. La langue, bougre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Oui. Décris-moi Marcellus Wallace, hein, de quoi il a l'air? Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Quentin Tarantino doit forcément vous dire quelque chose. Et pour la faire courte, ces films ont poussé plus loin la manière de raconter une histoire. Pas de protagoniste principal, on suit plusieurs personnages différents, presque comme une pièce de théâtre. Des dialogues qui parfois n'ont aucune valeur ajoutée pour l'histoire du film, parfois on se demande pourquoi les personnages parlent de ça. Et c'est là que le style Tarantino brille. C'était pas commun de voir ça au cinéma, ce qui a évidemment propulsé les films comme des incontournables. Rockstar avait déjà travaillé avec un acteur de Reservoir Dogs, ils s'en sont déjà inspirés pour leur jeu, notamment les ambiances et certains dialogues, mais maintenant il est temps de faire encore mieux. Proposer 3 personnages. Des histoires entrelacées qui vont à un moment se croiser. 3 personnages pour un seul joueur. C'est du jamais vu à ce niveau de technique. Je veux dire, on peut changer de personnage quand on veut et même durant l'émission.
Les histoires de ces personnages seront mélangées et liées, comme si c'était le trio qui formait un seul et unique personnage. Rockstar en profite pour faire quelque chose qui sera à eux, pas juste une simple copie à la Tarantino. Ils doivent y ajouter leur ADN pour qu'on y reconnaisse la patte Rockstar. Alors, si on revient au problème de GTA 4 n'a pas réussi à mettre tout le monde d'accord, avec celui-ci, nul doute possible. Alors, chez Rockstar, ils se disent « On va adapter chaque profil de joueur à ces nouveaux héros de GTA V. Le joueur qui adore mettre le chaos partout, faire n'importe quoi, le profil un peu fou, ce sera Trevor. Les anciens joueurs, plus tournés vers l'histoire, car ils sont là depuis le début, seront représentés par Michael. Et les nouveaux joueurs, la nouvelle génération, Franklin. Rockstar n'a jamais affirmé complètement ça, mais on va y venir. On le remarque, car dans le mode histoire, ça se confirme. Et j'en vois déjà certains venir... Oui JP, mais la première mission du jeu, c'est pas du tout ce que tu viens de dire. Alors en fait, c'est la bande-annonce. Cette mission est là pour dire à quoi va ressembler votre aventure. Et qu'elle est bien loin de celle de GTA 4. La première mission de GTA 4 est une mission où l'on ramène Roman chez lui, avec quelques dialogues et la révélation du manoir de luxe du cousin de Nico. La mission était impressionnante à l'époque pour son réalisme, mais je peux comprendre que pour certains joueurs maintenant, ce soit banal. Et l'introduction de GTA 5 alors. Explosion, braquage, explosion, conduite, fusillade, mort, setup. Parce que plus tard, plot twist, Trevor apprend que Michael est en vie, mais revenons à l'intro du jeu. Elle est bien plus nerveuse, et le message qu'envoie Rockstar est « Bienvenue dans un film hollywoodien, vous allez en prendre plein les yeux ». Ensuite, tout se passe avec Franklin, la nouvelle génération et l'ascension sociale, celui qui découvre l'univers GTA. Quelque part, on découvre tous pour la première fois ce GTA, même en ayant joué aux anciens jeux. On sait que les dialogues sont toujours exagérés, que les personnages sont extrapolés, que les missions partent toujours dans tous les sens. C'est pour ça que Franklin a l'air surpris ou désemparé par moments, alors que pour les autres, c'est tout à fait normal. Et donc ce joueur-là commence en bas de l'échelle sociale. Des vols de voitures, quelques guerres de gang au fond pas si méchantes, et des boulots mal payés. Quand on arrive à Michael, c'est déjà autre chose. Lui a déjà sa maison, sa vie de famille, il est retraité de ce vécu, et on sent l'expérience de sa vie de voyou lorsqu'il rencontre Franklin et Simone pour la première fois. Il apprend à Franklin comment faire des braquages facilement et gagner beaucoup d'argent très rapidement. Ses missions à lui sont toujours très théâtrales, comme si on était dans un film hollywoodien. Ce sera d'ailleurs un arc dans le jeu, pour se moquer des productions américaines. Michael est donc le joueur nostalgique. Et finalement, on arrive à Trevor, qui représente notre joueur qui adore semer le chaos et qui est imprévisible. Première mission de Trevor ? Meurtre, trahison, massacre. D'ailleurs, vous avez aimé le DLC de GTA 4 ? Alors voilà ce qu'en fait Rockstar. Tant dans les dialogues que ses actions, on ne peut pas deviner comment Trevor va réagir. Et tout au long du jeu, c'est comme ça. Et donc, ici, le joueur est le chef d'orchestre. Pendant certaines missions, vous pouvez jouer le personnage que vous avez envie de jouer. Mieux encore, la satire sociale est décuplée. Chaque personnage nous montre un point de vue différent sur la critique de la facette de l'Amérique. Et d'ailleurs, la satire, qu'en est-il dans ce GTA V ? Toujours cette quête de l'argent et ce fameux rêve américain version Los Angeles, réussir dans le cinéma ou sur internet. Sauf qu'ici c'est le fake it until you make it. L'important c'est la forme, l'image avant l'idée. Ce qui est quand même drôle, puisque depuis quelques années, c'est exactement ce qu'est devenu internet. Certaines missions dénoncent l'obsession pour l'argent, le culte de la célébrité, les inégalités et les dérives politiques et médiatiques. C'est sur ces derniers points que le jeu satirise le plus. Ok, par exemple, depuis 2020, des milliers d'influenceurs vous vendent des formations pour vous enrichir en faisant du commerce sur internet. Sauf qu'à l'époque, ces formations, c'était du trading, des promesses comme quoi vous allez devenir richissime en faisant les bons investissements. Ok, comment Rockstar se moque de ces gens-là ? En vous donnant la méthode pour manipuler la bourse, bien sûr. Et c'est pareil avec les réseaux, toujours avec Franklin, qui traque les célébrités locales, parodiant la fascination malsaine pour la vie privée des stars et la course au buzz médiatique, sujet qui est toujours d'actualité. La télé-réalité n'y échappe pas, Michael et Trevor assistent à une émission de télé-réalité pour retrouver la fille de Michael, qui cherche la célébrité à tout prix. La mission tourne en ridicule les émissions type American Idol, et la soif de reconnaissance publique, tout en dénonçant le voyeurisme et la médiocrité des médias de masse.
Tout est tourné au ridicule, entre le film d'action hollywoodien et les American shows toujours plus tordus les uns que les autres. Et au milieu de tout ça, la critique de Rockstar va plus loin que « Ah, regardez comme la société est débile et comment vous êtes tous débiles et que tout est débile ». Pourtant c'est normal de s'arrêter à ce constat tant les médias et les acteurs qui sont contre GTA essaient de tourner le jeu en ridicule. Comme a dit Dan Houser, l'un des papas de Rockstar et de Grand Theft Auto, ce GTA V est le monde tel qu'il serait s'il ressemblait à celui qui est dépeint dans les films américains ou à la télé ou aux informations. GTA V ne fait que montrer comment ces médias voient la population, hystérique, hyperactive et méprisant l'intelligence des gens. Ces mêmes médias s'attaquent à GTA parce que c'est la seule défense possible face à une réalité qu'ils ne veulent pas assumer. Évidemment, que dire des pubs de GTA V, elles sont l'ADN même de la satire de GTA. Les deux les plus connues et préférées des fans sont celles parodiant Facebook avec Life Invader. Il y a aussi les pubs de produits de consommation comme Icola pour Coca-Cola ou Burger Shot qui parodie McDo et Burger King, toujours dans le même ADN. Et pour finir, Ammunition, on connaît tous la fascination américaine pour les armes à feu et la défense personnelle, avec des messages ultra patriotiques et absurdes. Ce genre de tacle, Rockstar le fait depuis déjà pas mal d'années. Mais là où le jeu brille encore plus, c'est sur des missions comme Dans les règles. Vous savez, la mission qui a fait polémique à la sortie de GTA V. Celle où Trevor torture Monsieur K pour obtenir des informations. Ok JP, mais on te suit pas du tout. Très bien. Dans cette mission, le FIB nous oblige à torturer quelqu'un qui est prêt à coopérer. Monsieur K est prêt à nous donner toutes les informations dont nous avons besoin. La réponse de Trevor est la suivante. Toute la mission est basée sur ça. On le torture en premier et ensuite il nous donne les informations parce qu'on lui pose les questions. Chose qui est ridicule, je veux dire, il est déjà prêt à coopérer. Le fait de lui faire du mal est de le forcer psychologiquement à un état où son instinct de survie l'oblige à donner les informations. Sauf que là il nous les donne déjà en fait. Par exemple, à ce moment où le FIB demande à Trevor de lui parler d'un certain Tahir Javan, et que Monsieur K dit que personne ne lui avait demandé avant, et donc dévoile tout. Rockstar a fait de cette mission une satire féroce des méthodes des agences gouvernementales américaines, notamment le waterboarding, bien que nié par la plupart de ces agences. Le scandale de la torture aux États-Unis. Début décembre, le Sénat américain a publié un rapport qui a provoqué beaucoup d'émoi dans le pays. Les actes de la torture de la CIA. Après le 11 septembre, au nom de la lutte contre le terrorisme, l'agence américaine de renseignement a torturé pendant des années des dizaines de personnes au mépris des lois et de toutes les conventions internationales. Le rapport est édifiant, accablant pour la CIA. Les scènes sont insoutenables parce que Monsieur K coopère, il est prêt à nous aider et pourtant, le jeu nous oblige à le torturer et à regarder. Trevor, bien qu'il soit fou, montre son humanité en sauvant Monsieur K à la fin de la mission. Il dira même ceci. Les médias et le gouvernement veulent nous faire croire que la torture est nécessaire, qu'on en a besoin pour obtenir des informations. Le message est très fort. Malheureusement, la polémique aussi a été très forte. Il est vrai que visuellement, ça peut en déstabiliser plus d'un, puisqu'on est impliqué dans l'action. On doit faire certaines combinaisons avec la manette pour pouvoir torturer Monsieur K. Aussi, certaines associations ont déclaré que Rockstar forçait le joueur à devenir tortionnaire. Bon, pour ces deux points, je ne suis pas totalement d'accord. Alors oui, ça peut être déstabilisant. Mais il me semble que sur la jaquette, il est écrit Peggy 18, donc le jeu respecte ça. Ensuite, le message que nous fait passer Rockstar n'est pas que c'est cool de torturer des gens pour le plaisir, mais plutôt comment les institutions dans la vie réelle s'occupent de certains prisonniers au détriment d'une information qui parfois n'existe pas. La manière dont le fait Rockstar peut être militaire, mais ils ont toujours fait ça depuis que la saga existe. C'est toujours plus impactant de le voir que de le lire ou de l'écouter comme au cinéma. Ça me rappelle d'ailleurs le jeu le plus censuré de l'histoire qui vient aussi de Rockstar et qui non, n'est pas un GTA. J'en ai parlé dans ce short, Manhunt 2, un jeu très visuel sur des meurtres et tortures, a été censuré absolument partout. Ces scènes, pourtant banales au cinéma, dans le genre horreur, sont toujours tabous dans les jeux, destinés à un public majeur et averti. Malgré les demandes de suppression de la mission, elle est toujours dans le jeu, sauf pour quelques pays qui censurent aussi pas mal de choses côté GTA V. Par exemple au Japon, la scène de torture a été modifiée, la séquence est coupée, et le joueur ne contrôle plus directement les actes de torture. Ce sont des choses qui arrivent, notamment depuis déjà les premiers GTA avec souvent les mêmes pays. Cependant, du contenu coupé à la sortie du jeu, voire même modifié après une ressortie sur nouvelle console ou version PC, il y en a. Parfois, c'est simplement pour éviter des problèmes de rythme ou de cohérence, le studio préfère faire le ménage pour garder une narration plus fluide. Ça peut être aussi pour éviter des problèmes techniques, voire budgétaires. Telle fonctionnalité peut causer des bugs lorsqu'elle est activée. Dans GTA V, on aurait pu désarmer les ennemis. Mais peut-être que ça causait des crashs de machines ou que la fonctionnalité était très gadget, peu utilisée et a donc été supprimée. Sauf que parfois, ça touche aussi des dialogues. Par exemple, la mission avec Michael et son fils, lorsqu'ils vont louer un vélo. Beaucoup de lignes de dialogue ont été coupées, notamment lorsque Michael rigole du poids de son fils. D'ailleurs, toute cette mission possède des dialogues qui ne sont plus disponibles depuis les consoles de 7ème génération.
Toujours dans les ressorties du jeu, Rockstar a retiré du contenu offensant du jeu. Alors ce n'est pas la première fois que ça arrive, on l'a vu en 2004 avec Vice City, soit 2 ans après la sortie du jeu. Ici c'est GTA V et c'est uniquement la suppression de dialogues jugés transphobes. En fait, Rockstar a supprimé des PNJ, notamment des drag queens devant la boîte de nuit Cockatoos, et leurs dialogues associés. C'est également le cas pour les affiches collées au mur de cette boîte de nuit. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'entreprise retire du contenu controversé de GTA V. C'était déjà le cas avec ses drapeaux, remplacés par des drapeaux américains. Autre chose qui a été retirée avant la sortie du jeu est l'application Hush Smush. Dans l'univers de GTA V, Hush Smush est une application de rencontre à la Tinder, dont le but est de matcher des PNJ féminins et de débloquer des scènes interactives. Durant une session, le joueur reçoit des messages de pub de ce site sur son téléphone et peut ensuite discuter avec une fille pour obtenir un rendez-vous. Alors les raisons de pourquoi ce contenu n'est pas dans le jeu sont assez évidentes. Rockstar n'a pas voulu risquer une notation encore plus élevée de sa classification. Ajouter une application de sexe en ligne sur un smartphone de jeu aurait déclenché une vague de critiques supplémentaires dans les médias. Le studio a voulu éviter une controverse inutile. Mais il est possible de voir cette application dans le jeu. Michael peut accéder à l'application sans réellement l'utiliser, mais il peut voir que sa femme Amanda l'a utilisée pour le tromper. C'est purement narratif. Tous ces éléments montrent une évolution côté Rockstar. Il faut être plus prudent, prendre l'attention du bon côté et non plus faire polémique pour uniquement faire parler. Rockstar à ce moment-là, en 2013, sont des géants connus et reconnus à travers le monde. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour qu'une partie du public se retourne contre lui ? Quand on a parlé du contenu coupé, annulé, beaucoup de gens, encore maintenant, ont en travers la promesse des DLC de GTA V. Et je ne parle pas du multijoueur, je parle du solo de GTA V. Tout comme GTA 4 qui a eu le droit à 2 DLC, l'histoire de GTA V aurait dû obtenir aussi plus de 8 DLC différents. Et vous voulez savoir le pire ? On a su ce que devaient contenir ces DLC, suite au leak massif et au hack de Rockstar en début d'année 2023. J'en parle dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Bien sûr, le profit de faire les DLC pour le monde en ligne est bien plus rentable et permet de générer des milliards pour Rockstar. Certains DLC ont pu d'ailleurs se retrouver dans le mode online. Par exemple, le DLC annulé nommé Agent Trevor est grossièrement toutes les missions braquage fin du monde. Ce n'est pas vérifié par Rockstar, mais d'après les sources, ce DLC a été recyclé. Par contre, il en est moins sûr pour les autres. Le DLC Mission d'assassinat aurait pu être la continuité des missions avec Franklin, lorsque Lester nous demande d'aller tuer telle ou telle personne pour manipuler le cours de la bourse. Bon ok, dans le online, c'est la mise à jour Le Contrat qui a exactement le même pitch. Encore une fois, le contenu est renouvelé. Prologue DLC n'a pas été recyclé par contre. Celui-ci aurait dû nous faire revenir à North Yankton, où se déroule le prologue de GTA V. Il se pourrait que ce DLC explore les faits avant la réalisation du braquage de Michael, Trevor et Brad, ainsi que sur la trahison de Michael à ses coéquipiers, avec la possibilité de découvrir la petite ville de Ludendorff. Relationship Pack, celui-ci est marrant, on n'a pas beaucoup d'informations, mais est-ce qu'il ne serait pas lié à l'application dont j'ai parlé un peu avant ? Certains spéculent sur un DLC un peu à la Sims, mais j'y crois moyen, enfin ce n'est pas du tout dans l'ADN de Rockstar de faire ça. Entreprise Pack, celui-ci aurait dû nous permettre de créer son entreprise et d'en faire un empire. Au final, c'est peut-être devenu le système d'organisation de GTA Online. Le Manhunt Pack, on peut se douter de missions bien plus visuelles comme celle de la torture, mais on n'a pas plus d'informations. Et aucun DLC du mode en ligne semble s'en rapprocher. Norman Pack, aucune info, mais les 2 derniers DLC sont les plus intéressants. Zombie Apocalypse et Alien Invasion. 2 extensions plus délirantes, non canoniques, où Los Santos aurait été envahi par des zombies ou des extraterrestres. Dans l'esprit des contenus additionnels de Red Dead Redemption, voire certaines missions du mode en ligne, notamment avec l'œuf, et je pense aussi aux missions du solo qui sont mémorables. Pour finir, Liberty 5, le retour de la carte de GTA 4 dans le style de GTA 5. Et on a une image officielle, par un développeur qui l'a supprimé quelques temps après d'internet. Heureusement, on en a encore une trace. On voit que c'est bien le moteur de jeu de GTA 5 sur ce qui semble être Central Park. Et ça ne vous rappelle rien. Il y a quelques temps, des modeurs ont fait un mode fusionnant la carte de GTA 5 et celle de GTA 4, avec possibilité d'y aller en avion et d'avoir les véhicules d'une carte sur l'autre et inversement. Ce mode a été strike par Rockstar et retiré d'internet. Donc si vous avez ce mode sur votre PC, ne faites pas de mise à jour du jeu, parce que sinon vous allez le perdre à jamais. Ça coïncide avec la rumeur que le studio cherche à faire un remake ou un remaster de GTA 4 sur les nouvelles consoles. Mais j'en entends certains en faux me dire « Oui JP, tu dévies du sujet, qu'est-ce que ça a à voir avec la satire des GTA ?» En fait ça a tout à voir. Parce que Rockstar deviennent ce qu'ils critiquent. Critiquer un système qui n'est là que pour l'argent, perdre la confiance des joueurs et continuer de lapider le moindre centime du client. A votre avis, pourquoi les DLC solo ont été annulés? Pas par manque d'idées, parce qu'on les connaît, et non plus par manque de joueurs parce qu'ils sont là. Mais parce que GTA Online rapporte plus. Si Rockstar avait vraiment voulu respecter l'héritage de sa propre série, on aurait eu ces DLC en plus du mode en ligne, pas à la place. Et maintenant, Rockstar devient peu à peu Nintendo. Quand vous travaillez sur un mode pour rendre le jeu amusant,
Vous recevez une lettre de l'entreprise vous demandant d'arrêter tout de suite, sinon c'est direction le tribunal avec une armée d'avocats. Je me souviens d'une époque où même sur GTA V, il était possible de faire des Mario Kart, où l'on pouvait importer des véhicules réels pour accentuer le réalisme même dans le roleplay. GTA est le jeu où on peut tout et rien faire, en commençant par le joueur qui veut jouer dans les règles, à celui qui utilise des codes de triche pour faire n'importe quoi. GTA est le jeu où quand on lance une mission, on sait qu'à un moment, ça va partir dans tous les sens, sans pour autant délaisser le message qu'il veut passer. GTA est le jeu qui nous marque par son gameplay, mais aussi et surtout par son décalage et sa satire. Et depuis GTA Online, on le perd peu à peu. Déjà dans GTA 3, les missions, bien qu'elles soient peu variées, portent de vrais messages. Une mission pouvait dénoncer un problème social, tourner en ridicule une institution, ou critiquer l'obsession de la réussite. Mais depuis les missions de GTA Online, on perd ce côté subtil et moqueur de la société, et de certains stéréotypes clichés comme le rêve américain. Le propos est délaissé au farming dans le online. Parce que bien sûr que le mode en ligne est en partie responsable, et à cause de Rockstar. Vite, sortons d'autres DLC et missions pour que le joueur n'ait pas le temps de farmer suffisamment d'argent et préfère utiliser la carte bancaire pour tout débloquer à 80 €. Tout ça a permis à Rockstar de générer pas moins de 8 milliards de dollars depuis le lancement de ce GTA. C'est énorme. Et ça nous amène à une question. Comment vont-ils gérer GTA 6 et son prochain mode en ligne? Aura-t-on un mode solo plus posé, moins centré sur l'histoire, mais rempli d'activités facilement transposables dans le futur online? Je m'explique. On sait déjà qu'il y aura pas loin de 70 activités à faire dans le jeu. Ces activités peuvent être faites dans le solo, exemple de la pêche, de la plongée. Ces activités seront aussi dans le online de ce nouveau GTA. Alors la question est, va-t-on perdre des dizaines d'heures d'histoire pour avoir accès à plus de choses à faire en termes d'activités? Parce qu'il faut comprendre que GTA 6 Solo est une énorme bande-annonce pour leur vrai jeu. Le multijoueur. Regardez, on peut personnaliser l'intérieur d'une maison. Vous pourrez aussi le faire dans le online. Vous avez vu, on peut jouer au basket avec Jason et Lucia. Ce serait pas beaucoup plus amusant avec vos amis? Des dizaines d'heures de films dans les salles de cinéma ou à la télévision dans le jeu. Posez-vous avec vos amis dans le online pour en profiter encore plus. On va en parler tout ça, de toutes ces activités, les nouveautés du trailer et la peur des joueurs sur l'évolution de la série. Mais revenons brièvement à GTA V et son online. Pour les sceptiques qui pensent que j'exagère mon propos sur le fait que Rockstar met bien plus en avant le online que le solo, si vous avez la dernière PlayStation ou la dernière Xbox, allez sur le store et essayez d'acheter GTA V. Vous allez voir un truc intéressant. Je vous mets une image ici. Y'a rien qui vous choque? C'est bien un pack contenant GTA V et le GTA Online. GTA Online est le produit de base, avec son add-on GTA V, le solo. Donc, le multijoueur est la raison principale de GTA, le solo est là pour satisfaire un certain type de joueur. C'est une vitrine, la bande-annonce des possibilités du jeu pour le multijoueur. Si maintenant on fait un parallèle avec Red Dead Redemption 2, sorti en 2018, soit 5 ans après GTA V et son online, ça devient encore plus intéressant. L'histoire du jeu est excellente, les personnages sont très bien écrits, et même si le gameplay n'arrive pas forcément à plaire à tous les joueurs de GTA, il est très bon pour le type de jeu qu'il est. Avec un jeu pareil, les fans demandent très vite s'il y aura des DLC pour ce jeu. Rockstar annonce en 2019, soit seulement un an après la sortie du jeu, qu'il n'y aura aucun DLC pour le solo, et qu'il se concentre déjà à 100% sur le online de Red Dead Redemption 2. Il faut comprendre le studio. La rentabilité et le succès des mods en ligne, avec leurs mises à jour et microtransactions, ont pris le pas sur les extensions narratives solo, jugées moins lucratives et plus coûteuses à produire. Le jeu s'est vendu à plus de 70 millions d'exemplaires. C'est énorme. Bien que refaire du motion capture, des dialogues, du doublage et j'en passe pour un DLC aurait coûté cher, les joueurs auraient été au rendez-vous. Mais l'argent. L'argent a poussé Rockstar à aller vers du contenu multijoueur, rapportant bien plus de fric. Ils veulent refaire la même prouesse que GTA Online. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Red Dead Online est juste pas amusant. Pour vous expliquer rapidement, l'un des problèmes majeurs pointés par la communauté a été la place très importante des contenus payants et des microtransactions, notamment à travers l'économie du jeu basée sur deux monnaies, l'argent et les lingots d'or. Si l'argent s'obtient en jouant, les lingots d'or sont beaucoup plus longs à accumuler gratuitement, ce qui pousse les joueurs à acheter des packs de lingots avec de l'argent réel pour débloquer plus rapidement des objets, des rôles ou des options de confort, comme le voyage rapide. Certaines fonctionnalités ou options de personnalisation étaient pratiquement inaccessibles sans microtransactions, ou alors nécessitaient un temps de jeu jugé déraisonnable pour les débloquer sans payer. Alors depuis, il y a eu des mises à jour pour régler ces problèmes. Sauf que quand même, la dernière grosse mise à jour date de 2021. Et on voit qu'il y a un manque considérable de joueurs par rapport à GTA Online.
Ah pardon, Rockstar a annoncé finalement une mise à jour pour Red Dead 2 en juillet 2025, presque 4 ans après la précédente mise à jour. Mais quand GTA Online fait entre 100 000 et 200 000 joueurs, Red Dead Online ne fait que 4 000 dans ses meilleurs jours. Comprenez bien que le modèle économique de Rockstar s'adapte à l'industrie. Les contenus additionnels solo se font rares de nos jours, et l'industrie se calibre plus sur du contenu multijoueur pour générer plus de revenus. Avant de passer à GTA 6, son lot de nouveautés, ce qu'il promet et l'analyse de la satire dans son histoire, j'aimerais aborder un jeu qui a fait l'inverse de ce que fait Rockstar. Et promis, je me dépêche. Alors pour ça, retournons en 2020. Comment ne pas passer à côté de ce mastodonte qui est Cyberpunk 2077 ? Tout le monde le sait, mais le jeu est sorti dans un état catastrophique et la plupart des promesses du jeu n'ont pas été tenues. Le mode multijoueur, pourtant annoncé officiellement par le studio, a été annulé l'année suivante. Il devait grandement s'inspirer de GTA Online. Le studio a préféré se concentrer sur la correction des bugs et rendre l'expérience la plus agréable possible pour le joueur. Ils auraient pu tout abandonner, mais ils ne l'ont pas fait. Mieux encore, en 2023, après avoir abandonné ces deux grosses extensions à l'instar de celles dans The Witcher 3, CD Projekt, le studio, revient avec ça. Phantom Liberty. Un DLC solo qui a grandement relancé l'intérêt pour le jeu et qui a relancé beaucoup de ventes de Cyberpunk 2077. On sait que ça coûte très cher, que c'est peu rentable de faire une extension de la sorte. Je veux dire entre le motion capture, l'écriture d'un nouveau scénario, les dialogues. Ils ont expliqué ces choix stratégiques et j'aimerais tellement que Rockstar Games s'inspire de ça pour le futur de GTA, mais aussi et surtout pour les différents jeux venant de Take-Two. Je cite, « Après le lancement raté, l'objectif de CD Projekt Red était de prouver leur savoir-faire en matière de narration et de contenu solo, comme il avait fait avec The Witcher 3. Phantom Liberty a été conçu comme une vitrine de leur talent, pour montrer ce dont ils sont capables et réconcilier le studio avec la communauté. La sortie de ce DLC fait du bien aux jeux vidéo. Phantom Liberty a atteint 3 millions d'exemplaires vendus en une semaine, puis plus de 8 millions en un peu plus d'un an et a dépassé les 10 millions de copies vendues à l'échelle mondiale au printemps 2025. Un joueur sur 5 possédant le jeu de base a acheté le DLC, un ratio jugé très élevé pour une extension sortie plus de 2 ans après le lancement du jeu principal. Bien sûr qu'une mise à jour en ligne avec moins de contenu aurait rapporté plus d'argent, mais les souvenirs laissés par ce DLC a marqué les joueurs l'ayant fait. C'est presque une lettre d'excuse pour le lancement de Cyberpunk 2077 et ça, les fans ne l'oublieront jamais. Et c'est exactement ce que les joueurs veulent pour le prochain GTA. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de online, mais on aimerait qu'il y ait un juste milieu. Pour qu'on puisse profiter d'une histoire écrite à la manière dont ils l'ont toujours fait, et non pas des missions online avec des blagues forcées ou un scénario pas non plus convaincant. Alors voilà où on en est. Le roi de la satire devient peu à peu le roi du silence, et avec GTA 6, c'est peut-être leur dernière chance de prouver qu'ils savent encore écrire autre chose qu'un plan produit. Voyons voir ce que ce GTA 6 nous réserve, déjà avec ses nouvelles technologies, puis analysons le tout. Bon, la question qui me vient en tête est comment un jeu vidéo peut coûter plus cher que la plus grande tour du monde ? On parle de 2 milliards de dollars. Eh bien, c'est évidemment son moteur de jeu et tout son lot de nouveautés. Payer des milliers de développeurs pour créer le moteur qui servira à faire GTA 6, ça a un prix. Le moteur de GTA 6 permet de faire des choses qu'aucun autre jeu vidéo peut faire. Déjà parce que ça coûterait très cher, et puis que ça prendrait un temps monstre. Voilà comment on en arrive à 2 milliards, côté Rockstar. On a vu beaucoup de brevets déposés, que ce soit pour le solo comme pour le multijoueur. Mais j'aimerais qu'on analyse surtout les dernières technologies qui risquent d'être un standard dans les années à venir pour les futurs jeux vidéo AAA. Dans les technologies les plus impressionnantes de GTA 6, il y a quelques brevets déposés récemment qui n'ont pas fait beaucoup de bruit. Voici ce que j'ai pu en tirer du dernier document officiel de 100 pages trouvable sur internet. Premièrement, les animations seront vraiment très poussées. Que ce soit le ciblage avec des armes, les déplacements, la conduite, la natation, etc. Et tout ça en ayant moins d'animations au total. Ils ont construit ce système qui permet aux animations de s'adapter à la volée. Ça veut dire qu'on aura plus d'animations visuelles sans pour autant surcharger le jeu de code et ça, c'est très très fort puisque ça laisse de la place pour d'autres éléments. Mais attendez, il y a encore mieux. Les animations multi-personnages seront améliorées,
les personnages interagissant plus naturellement entre eux, même en cas de variation. Par exemple, un bras blessé pourra être animé indépendamment sans casser l'intention globale de l'animation. Donc, on en revient à des mouvements plus uniques en général. Ouvrir des bouteilles de tailles différentes avec des gestes qui s'adaptent, des PNJ nettoyant des objets de taille variée de façon réaliste. Si un personnage est poussé, ses mains toucheront précisément son propre torse selon sa forme. Tenir son biceps en fléchissant montre les doigts qui s'adaptent à la taille réelle du bras. En gros, avant, il fallait créer des animations pour chaque étape, et ça demande un temps monstre. Ce n'est plus le cas désormais, car ils ont fait en sorte que le système le fasse lui-même. Un autre ajout est qu'ils ont dissocié la physique et le système d'animation retargeté. Plus simplement, dissocier la physique utilisée pour les collisions et les animations plus détaillées. Mais la meilleure partie reste celle-ci. Manger en excès pourrait faire grossir le personnage, sauf qu'au lieu de créer une animation différente pour chaque corpulence, comme Arthur dans Red Dead 2 en version maigre, normale et un peu plus gros, ici, ce nouveau système modifie progressivement le tour de taille et les animations s'adaptent automatiquement aux nouvelles proportions. Le second trailer vient nous confirmer tout ça, avec des tonnes de nouvelles animations. Mais ce n'est pas tout. En rapide, ils peuvent prendre un set d'animations, par exemple pour une femme mince, et l'appliquer à un gros costaud barbu, sans glitch ni clipping. Le système s'adapte à tout selon la morphologie du personnage. Il mentionne même une salle de sport où vous pouvez faire évoluer le corps de votre personnage, même en ligne. Ce système fonctionne aussi avec des détails comme la hauteur des talons. Le personnage atteindra quand même correctement la poignée de porte, quelle que soit sa taille ou sa posture. Monter des échelles avec des barreaux à distance variable. Si plusieurs personnages sont côte à côte, leurs animations seront volontairement différentes pour éviter les clones. Différentes tailles d'armes pourront être rangées dans des holsters sans clipping. Le système est capable de gérer des entrées dans un véhicule même dans un angle improbable sans que ça ait l'air bizarre. En tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Et donc tout ça nous amène au dernier point de cette vidéo. GTA 6 sera une passerelle pour le GTA Online. Rockstar adore tester ces nouvelles technologies dans ses jeux avant de les perfectionner pour les épisodes suivants. GTA Online a énormément servi à ça, et d'une certaine manière, Red Dead Redemption 2 aussi. En fait, GTA 6 est la vitrine attrayante qui donnerait envie à n'importe quel passant de rentrer et de tomber dans GTA Online, le vrai gagne-pain de Rockstar. Surtout que beaucoup de théories sur le net parlent d'une carte beaucoup plus grande. On parle de l'état de Gloriana, et tout part de ce tweet. Visiblement, en tapant cette URL dans le navigateur, on tomberait sur la page de GTA 6. Alors c'est bon, la toile s'affole, la nouvelle carte officialisée par le fait que ça redirige sur le site du jeu. Sauf que ça ne veut rien dire, désolé de casser le mythe. La plupart des sites qui sont dans les GTA, même les plus anciens comme celui-ci dont on a parlé pour GTA 3 au début de la vidéo, ils redirigent aussi sur cette page. Rockstar a déjà déposé quelques noms de domaine comme WhatsApp, une parodie flagrante de WhatsApp, Gridem, parodiant Uber, BuckMe parodiant OnlyFans, Leonida Gouv, des sites de marques de vêtements, etc., etc. Il est probable que ces sites redirigent vers GTA 6. On aura sûrement des pubs, des personnages, voire des missions qui parleront ou feront référence à Gloriana. Sûrement un site internet dans le jeu, mais ça devrait s'arrêter là. Cependant, ce n'est pas improbable qu'on ait de nouvelles zones dans GTA 6, on a vu ça avec les DLC du online de GTA 5. Je pense à Cayo Perico, l'île paradisiaque arrivée en 2020 dans GTA Online. Mais avant de parler DLC, revenons à GTA 6 et parlons de ce que sera l'histoire du jeu. De ce qu'on en sait, avec ce que Rockstar nous a donné, on est de retour dans l'une des villes les plus déjantées de la série Grand Theft Auto. Nous incarnerons deux protagonistes, Lucia et Jason. Un couple que le studio derrière le jeu décrit comme deux amoureux qui ont toujours su que la vie ne leur ferait pas de cadeaux. Jusqu'au jour où un coup facile qui tourne mal les plonge dans le côté obscur de la région. Et si vous avez vu le deuxième trailer, vous avez déjà un infime aperçu de ce qu'il sera possible de faire. Braquage de banque, fête sur yacht, bagarre de rue, fusillade, vie nocturne. Et globalement, une Vice City plus vivante que jamais. On y voit d'ailleurs Lucia porter un bracelet électronique dans plusieurs plans, signe qu'elle sort probablement tout juste d'assignation ou de mise à l'épreuve. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Lucia et Jason forment un duo criminel et réalisent quelques premiers coups ensemble. Lucia est ensuite arrêtée lors d'un de ses actes. Jason la libère plus tard et ils reprennent peu à peu les braquages, en préparant des opérations de plus en plus audacieuses, ce qui attire l'attention de la police, relançant la traque. C'est l'une des théories sur le potentiel début de l'histoire de GTA 6. Une autre théorie dit que Jason serait un flic infiltré, notamment dans le second trailer. Le gardien de prison semble reconnaître Jason, ou encore que à 1.49, l'homme à droite serait Jason. En parlant du trailer d'ailleurs, il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette nouvelle bande-annonce, puisque Rockstar nous délivre aussi plein de nouvelles images et informations très importantes
qu'on va décortiquer. Je me suis aidé de ce site pour cette partie de la vidéo, vous retrouverez toutes les sources dans la description. La première scène qui montre Jason qui dit « Réparer certaines fuites » fait référence au fait qu'en début d'année 2023, un hacker s'est introduit dans les serveurs de Rockstar pour diffuser plus d'1h30 de vidéos de GTA 6, projet qui n'avait encore jamais été montré jusque-là. Encore une fois, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, je vous colle l'affiche juste ici. Dans beaucoup de scènes, Jason porte un t-shirt blanc avec le logo du centre marin. Il y travaille quand il n'est pas occupé à faire de la livraison de drogue locale. D'ailleurs, le monsieur qui parle à Jason lors de la première scène est son patron, Brian Heder, le coursier de drogue qui fait rentrer des produits en douce via Leonida Keys, d'où le bateau ici, et que l'on voit plus tard ici aussi. Ici, on voit l'associé de Brian et un ami de Jason, Cal Hampton, la femme qui porte une chaîne en or avec les lettres BL et Baelux, la moitié de Real Dimez, un duo de copains de lycée devenus rappeurs et influenceurs. Avec Roxy et un nouvel accord avec le label Only Raw Records, elle espère toucher le gros lot à Vice City. Le manager de Real Dimez est Dre Kwan, un arnaqueur plus intéressé par l'industrie de la musique que le monde criminel. Il a un gros coup potentiel entre les mains et espère que ses jours à s'occuper des spectacles du strip club Jack of Hearts seront bientôt terminés. En parlant de strip club, celui-ci appartient à Booby Ike, une légende locale de Vice City. Enfin, le 8e personnage majeur qui nous a été présenté est Raoul Bautista. Comme pour Booby Ike, on ne voit Raoul que sur le site de GTA 6. Banquier charmant et rusé, il travaille avec Lucia sur un coup. C'est un opérateur insouciant, alors attendez-vous à ce que les choses dégénèrent souvent. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, on voit Jason aller chercher Lucia sortant du pénitentiaire de Leonida. Elle porte un bracelet électronique à la cheville, et ce bracelet, on le voit un peu partout sur d'autres plans. Il semble que Lucia doive faire plusieurs heures de travaux d'intérêt généraux. On la voit porter des vestes oranges du département de correction de Leonida. Il semble que ce soit elle ici qui ramasse les poubelles. L'histoire semble vraiment commencer ici, quand Lucia est libérée, ayant hâte de débuter sa nouvelle vie. Si les copines font partie de GTA depuis un bon moment, ce sera probablement la première fois que l'on pourra vivre une relation plus profonde. Lucia et Jason ont l'air très intéressés l'un par l'autre, et ils passent pas mal de temps du trailer à apprendre à se connaître. Ils apprendront aussi le monde du crime. On les voit ici exploser une voiture de police. En parlant de police, il est possible qu'on suive un groupe de policiers corrompus, notamment lorsqu'ils parlent de se protéger les uns les autres. Ici, un groupe enquête dans un bâtiment sale, peut-être le même groupe de flics avec les images bodycam du premier trailer. Les bâtiments ont l'air de se ressembler. Ce passage est très joli. On dirait une cinématique, mais il semble que ce soit du gameplay. Donc les braquages de magasins devraient être de retour. Aussi, on voit beaucoup d'animaux. Est-ce qu'il sera possible d'en obtenir en animaux de compagnie ? Ce combat fait quand même beaucoup combat clandestin, peut être disponible en activité secondaire. Et en parlant de combat, on voit Jason pousser de la fonte, le retour du système de musculation semble faire son retour, de quoi se mettre en forme avant les combats. Dans une capture d'écran, on voit aussi Lucia à la salle de sport, ce qui confirme encore une fois le retour de ces mini-jeux à la sauce San Andreas. En rapide pour les autres activités annexes qu'on voit dans le trailer ou dans les captures d'écran, on voit du mini-golf, natation, de la pêche, du basket, du kayak, de la plongée, de la motocross. Il y en aura plus que ça, on y reviendra juste après. Sur le plan suivant, on voit de 1 une bière posée sur la table avec les effets de bulles comme dans la vraie vie, plan qui a fait vriller tout internet alors que c'est pas si difficile à faire selon plein de développeurs. Mais surtout, on voit une console de salon, on dirait une PS5. La question qu'on se pose est, est-ce qu'on pourra jouer à des jeux vidéo dans ce jeu vidéo ? Est-ce que GTA 6 sera en fait Inception ? Revenons à l'open world. On a enfin plus d'informations sur les lieux clés de Vice City. On peut y lire sur le site web, nous sommes loin des années 80, mais Vice City est toujours la capitale du soleil d'Amérique. Le glamour, l'arnaque et la gourmandise américaine capturés dans une seule ville. Chaque quartier a quelque chose à offrir, des hôtels art déco et pastel, et plages de sable blanc de Ocean Beach, aux panaderias grouillantes de Little Cuba. Sans oublier les contrefaçons du marché aux puces de Tishawoka ou le port de WC, la capitale mondiale des paquebots de croisière. On y voit plus en détail le club 99, parodie directe de la vraie boîte de nuit Eleven à Miami. Pareil pour les équipes sportives de la ville, ce monsieur porte un maillot des Manatees, les Lamentins, qui est une inspiration des Dolphins de Miami. Sa casquette montre aussi le bas d'un logo, probablement celui d'une équipe de basket. Une capture de la Sahara Arena de Vice City nous apprend que les joueurs sont surnommés les Narcos. Une autre image dévoile une version modernisée de l'hôtel Ocean View, la plage Ocean Beach et le panneau d'aéroport de Vice City. Enfin, une zone qu'on a déjà pu apercevoir lors du premier trailer et qui a été très appréciée, Leonida Keys. Inspiré de Florida Keys, Rockstar explique que le dress code est détendu, les bars sont remplis. Dans cet archipel tropical, la vie n'est pas tape à l'œil, mais est facile. Installez-vous confortablement, mais faites attention,
vous êtes sur le seuil des eaux les plus belles et les plus dangereuses de toute l'Amérique. C'est ici qu'on pense trouver Brian's Boat Work and Marina, les activités illégales du patron de Jason. Là, on retrouve un bar qui est très présent durant la bande-annonce, The Rusty Encore. On voit un morceau de bois commémorant l'ouragan Roxy. Est-ce qu'à l'instar de Red Dead Redemption 2, on pourrait retrouver des météos extrêmes dans le jeu? D'autres captures d'écran montrent Leonida Keys et sa faune. Lézards, plongées et même des tortues et tout un univers aquatique. Changeons de région pour passer à Grass Rivers, le marécage de GTA 6. Rockstar décrit la région comme le joyau indomptable de la couronne de Leonida. Impossible de savoir ce qui s'y trouve sur la surface de cette étendue primordiale. On retrouve Grass River à la fin du trailer, où Jason pilote un hélicoptère au-dessus du marais. Il semble poursuivre le même appareil que lors du premier trailer. Encore des captures qui nous promettent des alligators, une région de chasse visiblement. Maintenant, la côte oubliée de Leonida, Port Gellhorn. Pleine de motels pas chers, attractions délabrées et mal fermées qui n'attirent plus aucun touriste. Mais il y a une énorme économie dans cette station balnéaire autrefois populaire, alimentée par la liqueur de Malte, les analgésiques et les boissons énergisantes. Sautez sur une motocross et gardez l'œil sur votre porte-monnaie. C'est l'une des zones les plus présentes dans la bande-annonce. On y voit Jason et Lucia en pleine course-poursuite. Lucia qui porte d'ailleurs une chemise de Gellhorn International. Est-ce que GTA 6 aura droit à plusieurs aéroports ? Restons dans cette région, on voit beaucoup le Starlet Motel, que ce soit dans le trailer ou via les captures officielles de Rockstar Games. Il devrait donc jouer un rôle important dans l'histoire de ce GTA 6. D'ailleurs, je me demande si ce passage du trailer 1 n'est pas dans ce motel. Au centre de la très grande carte de GTA 6, on y voit Ambrosia. Au cœur de Leonida, l'industrie américaine et les valeurs à l'ancienne règnent en maître, peu importe le coût. La raffinerie de sucre Allied Crystal offre du boulot, et les gangs de motards offrent le reste. Les habitants d'Ambrosia sont absents lors de ce second trailer, alors qu'on les voyait profiter de la boue et de bonne bière dans la première bande-annonce. On a quand même des images officielles de gangs de motards, notamment le gang Final Chapter. Aussi, quelques images de paysages qui renforcent le côté zone industrielle de la région. Et pour finir notre tour de Leonida, voici le mont Calaga. Il se trouve au nord de l'état et est décrit comme « Ce mont est un terrain de chasse, de pêche et de rallye premium. Dans la végétation entourant le bois, pécono-mystiques et radicaux paranoïaques vivent loin des yeux du gouvernement. Cette zone est absente lors de la bande-annonce, mais certaines captures mettent en avant la nature, les animaux, ce qui nous rappelle évidemment le mont Chiliad de GTA V. Malgré toutes ces informations de zones, il reste encore 4 zones dont nous ne savons pas grand-chose, pour ainsi dire rien du tout. Southside, Peacock Bay, le comté de Mariana et le comté de Visedale. Revenons chez Jason et Lucia. On peut y apercevoir qu'à la télévision, il y a un endroit qu'on connaît tous, Ammu-Nation. On y retrouve Phil Cassidy, un personnage présent dans GTA 3 et GTA Vice City. On a aussi vu des armes, outre la qualité complètement dingue. Je veux dire, regardez un comparatif entre GTA 5 et GTA 6, ces deux jeux ont quand même 13 ans d'écart. Mais si on compare à Red Dead Redemption 2, on voit que les détails apportés restent minimes. Et même si c'est très impressionnant, Red Dead 2 est juste sublime pour un jeu de 2018. Reste à voir si GTA 6 sera encore plus beau que les trailers montrés. On a pu voir une évolution entre les leaks et le premier trailer, ainsi qu'entre le premier trailer et le second. Bon, on y voit beaucoup de voitures qu'on connaît, d'autres qu'on ne reconnaît pas car ce sont de nouveaux modèles. Voitures d'ailleurs qui sont poussées à un réalisme jamais atteint dans le jeu vidéo. On sait aussi que les éléments comme le volant, les sièges ou encore les rétroviseurs sont des objets mobiles individuels. L'écran tactile devrait aussi être fonctionnel, possibilité de changer de poste de radio ou d'afficher une carte GPS entre autres. Pour les radios, attendez-vous au retour de V-Rock, déjà présente dans GTA Vice City. On aurait des styles de musique avec un mélange de rock classique, pop des années 80, compas haïtien, country, funk, disco, bref tout ce qui rappelle Miami et la Floride. On a pu écouter quelques sons dans ce second trailer qui sont, je trouve, très sympas. Aussi lors des recherches, certains gens ont vu que dans ce screenshot que Rockstar nous a partagé, on y voit avec plus de détails ce qu'il y a sur le smartphone de Lucia. Alors oui, il faut plisser les yeux, mais on peut distinguer 4 applications. L'application Messages et Contacts, déjà présente dans GTA 4 et GTA 5, Snapmatic, et une autre application qu'on ne reconnaît pas. Sur ce plan du trailer 1 avec Real Dimez, les fans ont essayé de recréer l'application Snapmatic. L'interface ressemble actuellement davantage à un design fonctionnel pensé pour le jeu, avec une barre d'onglets en bas, similaire à TikTok et Instagram. Et vous connaissez Rockstar et leurs attentions pour les détails, il semble que les lives Snapmatic présentent une latence entre le temps réel du jeu et l'aperçu en direct sur le téléphone du PNJ. C'est pareil pour les montres, elles semblent plus avancées que dans les précédents GTA. On dirait une Apple Watch, qui d'ailleurs est présente dans GTA Online, mais avec aucune utilité, c'est purement esthétique. Alors on n'a pas d'infos si dans GTA 6 elles auront une utilité, on sait en tout cas qu'elles donnent l'heure exacte du jeu. La chose bizarre est, dans ce plan, alors que Jason passe avec son pack de bière, la montre connectée de la PNJ s'illumine au moment précis où il la croise.
probablement déclenché par un capteur de mouvement détectant sa présence à proximité. Pour finir sur cette analyse des trailers et des images données par Rockstar sur le site officiel de GTA 6, on a pu apercevoir des coupes et des barbes différentes pour Jason, ainsi que 29 tenues. Pour Lucia, on a vu 26 tenues différentes. Je sais, ça fait pas mal d'infos à ingurgiter, mais ce n'est pas fini. Il y a encore les activités qu'on a pu voir dans le trailer, d'autres qu'on peut spéculer, et bon bah il y a malheureusement ce qui a fuité. En fait, on est déjà au courant de beaucoup de choses. Pour les activités, on a les activités sportives et de plein air, la pêche, qui est une nouveauté pour la série, le golf, le mini-golf, le billard, le basketball, le football américain, à voir si ce n'est pas juste les PNJ qui préfèrent ça, les courses de voitures, bateaux, avions, motos hors terrain, chasse, descente en kayak, plongée sous-marine. Activité physique, expertise et aptitude. Musculation et appareil de gym, donc avec l'évolution du physique et des compétences. Tournoi de combat, du MMA, des combats clandestins. Et sûrement des ramassages de déchets, notamment tout ce qui est travaux d'intérêt général. Activités de loisirs et de divertissement. On aurait donc les clubs de striptease, connus de la série, danse, mini-jeux de danse en club, sortir boire un verre, socialiser dans des bars, grande roue et fêtes foraines, mini-jeux de bar, genre les fléchettes, le billard, etc. Activités annexes, variées et immersives. Participer à des rassemblements d'automobiles ou de motos ou à des événements communautaires, le bowling, la salle d'arcade, des bras de fer, courses de vélo, ramasser et collecter des objets dans le monde ouvert, courses d'action virtuelle, etc. Vous avez compris, il y aura beaucoup de choses à faire. On sait que le monde ouvert aura plus de 500 événements dynamiques, c'est énorme. On parle donc de missions annexes, d'interaction avec les PNJ et des secrets à découvrir. Je pense qu'il y aura des références à des films et séries connus se passant à Miami, et ça ne m'étonnerait pas qu'on ait une mission faisant référence au boucher du Bay Harbor, le tueur en série de Dexter. D'ailleurs, qu'est-ce que ça me ferait rire de voir ce même dans le jeu. Surprise, motherfucker. Pour en revenir aux activités, il y en aura beaucoup liées à la criminalité. Vol, livraison, trafic de drogue, braquage. Comme chaque GTA, ce sera un point central du jeu. Dans la dernière vidéo, j'avais dit qu'on aurait environ 70% des bâtiments explorables. Pour compléter cette information, on devrait avoir environ 700 espaces commerciaux ouverts aux joueurs. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on aura 700 centres commerciaux. On compte là-dedans les petites supérettes, les magasins moyens et les plus gros. Mais c'est tout bonnement gigantesque. Je rappelle qu'on a environ 10 lieux commerciaux exploitables dans GTA 4 et 30 à 40 intérieurs réellement interactifs dans GTA 5. On est sur une augmentation d'environ 15 à 20 fois plus. Là où dans GTA 5, beaucoup de commerces sont là uniquement de façade mais restent inaccessibles, dans GTA 6, ils seront presque tous fonctionnels. En même temps, quand on compare la carte de GTA 5 à celle de GTA 6, ce n'est plus si étonnant comme statistique. Carte qui est vraiment impressionnante, tant elle est fidèle à la vraie vie. Si je prends un plan au hasard, allez on va dire celui-ci, en fait on est littéralement là. Et c'est vraiment surprenant à quel point quelqu'un qui connaît Miami s'y retrouvera facilement dans GTA 6. Vous le voyez dans les images que je vous fais défiler, mais d'ici quelques années, les joueurs connaîtront Miami par cœur, comme c'est le cas avec Los Santos et Los Angeles maintenant. Je devrais peut-être faire une vidéo où je me balade à Miami avec la carte de GTA 6 uniquement, voir si je peux me déplacer d'un point A à un point B. Je pense que je n'aurai aucun problème à le faire. D'ailleurs, toutes les informations que je vous donne viennent de ce magnifique document de 80 pages que vous pouvez retrouver sur mon Discord. Le lien est évidemment dans la description. Merci beaucoup à l'équipe derrière ce projet qui a fait un travail fantastique et qui continue de mettre à jour le document avec les découvertes et les informations que nous donne Rockstar. Alors voilà ce que nous savons avec ce que Rockstar nous a donné. Ça fait beaucoup d'informations, je sais. Et en même temps, depuis 2013, Rockstar a dû se concentrer déjà bientôt 13 ans sur cette suite. Enfin... non. Plutôt fin 2019. Car on sait que l'histoire de ce GTA 6 a été réécrite 4 fois. Je ne parlerai pas du projet America et de ce que devait être ce GTA 6, je l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Cependant, je dois vous souligner que l'écriture de GTA 6, en l'état, a été faite sans Dan Houser et Leslie Benzies. Ils sont partis lors du développement de GTA 6 et donc avant l'écriture de ce scénario avec Jason et Lucia. Je rappelle qu'ils étaient les 3 têtes des GTA et ce depuis GTA 3. C'était pas anodin si j'ai commencé cette vidéo en parlant de GTA 3 et non de GTA 1. Voilà pourquoi certains fans ont peur de perdre cette essence de GTA et comme on l'a vu avec GTA Online, c'est devenu bien plus du n'importe quoi sans réellement faire passer de message. Bien sûr, écrire des missions pour le mode solo ou pour le mode online sont deux choses très différentes. Pourtant, je ne suis pas le seul à avoir remarqué l'absence de quelque chose lors de la deuxième bande-annonce de ce GTA 6. Pour vous expliquer en détail, je dois revenir sur deux choses. Premièrement, le GTA RP. Un grand classique maintenant sur PC, les joueurs veulent faire du roleplay avec le monde de GTA. Car il a tant de détails et de liberté qu'il permet de créer toute une histoire et un univers qui nous est propre. Vous vous doutez que sur console, c'est très limité puisqu'il n'y a aucun mode qui permet de faire ça.
Rockstar ayant acheté les modeurs FiveM et RedM, il est possible qu'un mode GTA 6 RP soit intégré à la sortie ou plus tard au jeu sur console et PC. Cette information a été renforcée quand Rockstar a posté une offre d'emploi pour le poste d'un Senior Product Manager qui a pour mission de structurer une création économie. Donc tout ce qui touche à la gestion de contenu généré par les utilisateurs, le développement de serveurs personnalisables, la monétisation et la visibilité de ces contenus, notamment par des vidéos ou plateformes de streaming. En d'autres termes, on pourrait avoir un système à la Roblox Fortnite intégré directement dans le multijoueur. Rockstar sait que la longévité de GTA est en partie grâce au RP du jeu. S'ils veulent que GTA 6 s'écoule tout autant, ils doivent mettre tout en place pour réitérer les presque 230 millions de copies vendues de GTA 5. Je rappelle que le RP va à l'encontre même d'un mode histoire de GTA. On est loin de nos personnages déjantés qui volent des avions à la base militaire. Le RP se rapproche bien plus d'un Sims par exemple que d'un GTA. Et c'est en partie ce réalisme qui vient toucher l'essence de GTA. La deuxième chose est, les fans veulent du réalisme au-delà du RP. Je m'explique. Certains veulent qu'on ait un niveau d'essence dans les voitures. D'autres veulent que les camping-cars soient réellement utilisables. Beaucoup demandent une conduite beaucoup plus réaliste, pareil pour les bateaux avec des courants, une inertie réaliste et amarrage. Encore un post récent disant que GTA 6 pourrait avoir un système d'airbag puisqu'on y voit les étiquettes collées sur les pare-soleils des voitures. Alors qu'on sait tous que voir son pote conduire une voiture, se taper un mur et le voir s'envoler sur quelques mètres, c'est ça qui est drôle. Enlevez cette mécanique et vous avez un j'apprends à conduire simulator. On est arrivé à un point où un internaute réclame que lors du trailer, les cheveux de Lucia ne sont pas assez bien animés lorsque le vent passe derrière, ou que certains vêtements passent à travers la peau, ou encore l'absence de certaines ombres dans l'environnement et que ce n'est pas réaliste. Ce à quoi une ingénieure de Rockstar répond que Breaking news, un jeu vidéo est en réalité un jeu vidéo. Et ça commence à poser problème. Une chose est de demander du réalisme pour le RP. Une autre est de vouloir un jeu qui simule la vie réelle avec 100% d'exactitude. Je peux vous assurer que c'est chiant. Vous n'avez qu'à sortir de chez vous, vous verrez par vous-même. Certains justifient que le jeu doit être très réaliste, surtout après l'attente interminable entre les deux jeux. Sincèrement, mais regardez par vous-même sur internet. Regardez sur Reddit ou sur X. Sous chaque post parlant de GTA 6, beaucoup veulent du réalisme à tout prix, sur tout et n'importe quoi. Je pense que beaucoup de personnes seront vraiment déçues par plusieurs points. On parle d'un GTA, pas d'un Red Dead Redemption 2. Le gameplay restera arcade, il y aura une attention particulière aux détails, sans pour autant rendre le jeu très réaliste, et l'histoire sera très différente de ce qu'on a déjà vu dans la série. Il n'y a qu'à voir comment Red Dead 2 a divisé les fans malgré les 75 millions de ventes. On se rapproche d'un simulateur de Far West, avec un gameplay plus lourd, moins arcade, trop réaliste pour certains joueurs. La dernière chose que veut Rockstar est de sortir le jeu le plus attendu de tous les temps et qui divise les fans. Voilà pourquoi ils font très attention à comment ils communiquent, et donc vous savez pourquoi on a peu de communication autour du jeu. Il ne faut pas donner l'impression que le jeu est trop comme ci, ou pas assez comme ça. Il faut un juste milieu. Parce que ce GTA 6 se rapproche bien plus d'un GTA 4 que d'un GTA 5. Et c'est à cause des joueurs, tant ils demandent de réalisme et de choses qui vont à l'encontre même d'un GTA 3, Vice City, San Andreas ou GTA 5. Sauf qu'on l'a vu, GTA 4 est l'épisode le moins apprécié des fans. Son passage à un univers visuellement plus réaliste n'a pas dû aider. Mais au niveau des émotions qu'il fait passer, il est plus puissant que les autres GTA, même le 5. Il avait sa dose de satire, certes moins tape à l'œil, moins clinquante, mais plus fine, plus sournoise et presque réfléchie. Quand la satire de GTA 5 tape avec un marteau, celle de GTA 4 tranche lentement ses propos. Les trailers de GTA 6 mettent en avant une narration plus émotionnelle et axée sur les personnages. Une dynamique bien différente de GTA 5, où chaque protagoniste était un anti-héros. Et donc, il semble y avoir un virage dans la satire. On touche à des thèmes sociaux sensibles comme les violences policières ou le patriotisme américain. On est loin du cynisme à outrance ou des clichés. Ce ton marque un contraste avec la satire souvent provocante de GTA 5. Alors oui, lors des premiers trailers, on a pu voir beaucoup de séquences liées à des vidéos des réseaux sociaux. Cependant, on est plus sur des clins d'œil que réellement de la satire. La différence entre les deux est qu'ici, Rockstar nous dit « Eh, vous vous souvenez de ça? Vous l'avez vu sur TikTok ?» en ne faisant passer aucun message derrière. Et le coup du « La réalité est déjà absurde, on se contente de recopier » ne passe pas, surtout quand on a vu de quoi la boîte de Grand Theft Auto est capable. Parce que le débat pourrait être « Est-ce que parce qu'en plus de ça, une rumeur court disant que le jeu aura une classification plus clémente. On passerait d'une classification R18, restriction à plus de 18 ans, à M15, mature plus de 15 ans.
R18 est la classification la plus stricte en Australie pour un jeu vidéo. Ça montre que Rockstar est prêt à abaisser son niveau d'écriture ou de violence visuelle pour toucher un plus large public. Ça paraît insignifiant, mais croyez-moi que ça ne l'est pas. L'inquiétude est qu'un climat ensemble, des mondes dynamiques évoluant dans le temps, comme cette énorme tour dans GTA V qui est en travaux depuis le début du jeu, dans le online, une tour comme celle-ci pourrait être en travaux, puis plus tard construite, voire même accessible pour des appartements ou des missions. On aurait aussi du contenu généré par de l'IA. En fait, Rockstar va faire vivre ce GTA 6 online comme un Fortnite ou Roblox, le but étant que le contenu soit créé par les joueurs pour les joueurs. Dans ce genre de modèle, il est envisageable d'avoir un serveur RP, un autre pour le mode online classique, puis enfin les serveurs spécifiques de la communauté. Je pourrais créer mon propre serveur avec pour thème une Miami apocalyptique où chaque joueur doit survivre face à une armée de zombies, avec du loot, des lieux abandonnés, etc. Je pourrais aussi créer un serveur mini-jeu, un Mario Kart-like ou autre, enfin vous avez compris le concept. Des rumeurs courent que ce nouveau online pourrait même être gratuit pour toucher un large public intéressé par l'expérience multijoueur et en comptant sur les achats intégrés pour gagner de l'argent. Une autre rumeur parle d'un nouveau système de réputation. Les décisions, affiliations et activités influenceront la réputation de notre personnage dans le monde, un système plus complet que la simple accumulation de missions de GTA Online actuel. Si vous pensez que Rockstar va mettre plus d'efforts sur le multijoueur que le solo, c'est normal. Je peux vous assurer que nous n'aurons aucun DLC pour le mode solo, j'en suis persuadé. Ce GTA va suivre les traces de son grand frère GTA V. Tout le contenu supplémentaire et les mises à jour iront pour le multijoueur. Et j'en vois certains venir me dire que GTA V a subi plusieurs mises à jour solo, que ce soit pour les sorties next-gen ou comme récemment une mise à jour graphique. En fait, ces mises à jour ne viennent pas ajouter du contenu à proprement parler. Aucune nouvelle mission par exemple. Elle touche à la map qui est la même que l'online. Ce sont des mises à jour appréciables et il est vrai que quand nous aurons une mise à jour visuelle pour GTA 6, le avant-après risque d'être fou. Mais les mises à jour de contenu iront pour le multijoueur. Maintenant, je sais que j'étais très négatif sur cette dernière partie, mais je pense que le débat est intéressant et j'ai vraiment très hâte de vous lire là-dessus. Alors, avant de conclure, j'aimerais finir par quelques points plus légers sur cette vidéo. Déjà, si vous voulez visiter la carte de GTA 6, il est possible de le faire sur Far Cry 5. Je rigole pas, tenez, regardez ces images. Un gars s'est amusé à refaire la map du jeu sur Far Cry, et n'importe qui peut la tester. Tapez ça sur Google, et vous pourrez voir à quoi potentiellement ressemblera le prochain jeu de Rockstar. Il y a même la maison de Jason, je vous laisse aller voir ça. Une autre information qui m'a fait rire,
Lewis Hamilton prendra un jour off pour GTA 6. Quoi? Ok, là où je veux en venir, c'est regarder l'impact de ce jeu sur les gens. Certains font des documents de 80 pages en analysant chaque pixel du trailer. D'autres refont entièrement la map du jeu sur un autre jeu. Des célébrités attendent impatiemment GTA 6 comme un enfant attendrait Noël pour ouvrir ses cadeaux. Certains font des vidéos de plus d'1 heure pour débattre avec la communauté. Ce que je trouve fou est de voir ce que les gens sont prêts à faire pour GTA 6. Comme ce mec, qui a eu un élan de motivation pour arrêter de fumer, comme ça il pourra rester en vie pour jouer au jeu. Jamais un jeu n'a eu autant d'influence aussi vaste que ce que vient de faire Rockstar. Je parle d'influence au sens large, non uniquement médiatique. GTA 6 n'est pas encore sorti que les joueurs rêvent et spéculent sur ce qui sera possible de faire, de visiter, de jouer. Je n'ose même pas imaginer le 19 novembre 2026 autour du monde. Est-ce qu'on aura le droit à des images similaires à la sortie de GTA 5 ? Est-ce que les gens vont faire la queue des heures et des heures, comme si on était à la sortie d'un nouvel iPhone ? Bon, pour le coup, depuis qu'on peut tout commander en ligne, je pense que ce genre d'images se feront rares. Mais on n'a jamais à l'abri de voir quelques magasins physiques avec une file d'attente de quelques heures. Ce que je sais, c'est que Twitch, la plateforme de streaming, travaille avec Rockstar pour préparer le plus grand jeu vidéo de nos vies. Mike Minton, responsable en chef de la stratégie de monétisation, a dit que GTA 6 sera une vague qui se construira dans le temps. Lors de sa sortie, il y a le solo, ce qui sera l'événement majeur avec des activations possibles, sûrement des gains dans le jeu pour les joueurs qui regarderont le lancement sur Twitch. Ensuite viendra la phase de multijoueur et plus tard le RP. Si on se souvient du cycle de vie de GTA 5 sur Twitch, c'est très exactement ce qui s'est passé. Cette fois, Take-Two, la maison mère de Rockstar, travaille directement avec la plateforme de streaming pour maximiser la visibilité. Le but de Rockstar est de faire parler de GTA 6 pendant des années et des années. GTA 6 Online va y jouer grandement et pourrait certainement devenir l'un des derniers Grand Theft Auto, puisque la formule pourrait basculer sur un modèle uniquement multijoueur par la suite. GTA 6 pourrait être simplement le dernier mode histoire solo de la série Grand Theft Auto auquel on jouera. Donc si GTA 7 il devrait y avoir, ce serait directement du online en gros. De toute façon on le saura d'ici 12 à 15 ans, il y a le temps que beaucoup de choses changent encore. Pour parler chiffres maintenant, GTA 5 a fait 800 millions de dollars en seulement 3 jours de commercialisation. Rockstar prévoit 7 milliards de dollars en 60 jours. Et je pense sincèrement qu'ils les feront en moins de 2 mois. On parle du jeu le plus attendu de tous les temps, et avec toute la publicité, la communication et l'attente des fans depuis des années, ils sont partis pour battre tous les records. On risque d'être bombardé de partout, puisque récemment Rockstar a publié une offre pour un motion graphic artist pour faire de la pub sur internet, les réseaux sociaux, la télévision et des campagnes cinéma. Autant vous dire qu'il sera impossible de passer à côté du jeu. Strauss Zelnick a dit vouloir privilégier les publicités authentiques et uniques, comme avec ses pubs pour GTA V et Red Dead Redemption 2. J'ai hâte de voir comment la ville de Miami prendra les couleurs du 6ème opus de la saga, de voir les grands panneaux urbains accrochés à des gratte-ciels immenses, de voir un métro avec un habillage publicitaire, de voir des murs entiers peints façon Vice City. Il ne reste plus que quelques semaines avant la découverte du jeu, et j'espère sincèrement m'être trompé sur cette perte d'essence de la série. J'aimerais voir Rockstar se moquer du système, de la politique, des gens, de tout. Je ne veux pas d'un jeu qui n'ose plus, ou pire, qui ne le fait qu'à moitié. Je veux revivre ce moment comme je l'ai vécu avec la sortie de GTA V, jouer des heures à faire n'importe quoi en ville, me balader, regarder les détails du jeu, de la carte, regarder sur internet les gens s'émerveiller devant l'histoire du jeu, s'attacher à des personnages. J'aimerais découvrir ce que la carte a à nous offrir, me taper des barres devant le jeu, comprendre qu'une mission est en train de dénoncer le mal qu'on est en train de faire, bref, j'aimerais découvrir un jeu qui soit Grand Theft Auto. Alors voilà, il ne reste plus qu'à attendre. Attendre le jeu, le plus attendu de tous les temps. Je vous fais gagner l'édition du jeu, tout se passe dans la description. Merci à ceux qui s'abonnent, ça me soutient vraiment beaucoup et ça me donne envie de continuer mon travail. Vous avez le Twitch, le Insta, la page Dailymotion en description, le YouTube, voilà, vous avez tout. Vous pourrez compter sur moi le 26 mai 2026 pour un live 24 heures sur ce GTA 6. J'ai hâte de vous voir. Et ouais, à la prochaine. Cause I can see the sun lit up the sky.